Bonjour à toutes et à tous. Comment transmettre des formes qui échappent au récit classique? Comment accompagner des films d'artistes, du cinéma expérimental, des œuvres plastiques dans des contextes d'éducation aux images? C'est à ces questions que s'attache l'Observatoire des enjeux vivants de l'éducation aux images, un séminaire initié par l'Archipel des Lucioles et l'IRCAV de la Sorbonne Nouvelle. La captation que vous allez entendre ouvre la seconde saison du cycle 2026. Elle restitue une table ronde organisée le 19 février. Bonne écoute. Merci Perrine, merci d'être là, merci à nos invités d'avoir accepté l'invitation. Juste une petite information assez pratique, mais c'est aussi l'occasion de remercier les personnes qui sont derrière la vitre, qui s'occupent d'enregistrer cette conversation pour une captation sonore, parce que de cet échange, on a le souhait de créer une ressource utile à tout le réseau de l'éducation aux images et au cinéma, au-delà des personnes présentes comme vous ce soir. Et du coup, je le dis, pas seulement pour remercier Narasson qui a pris en charge cette aventure, mais aussi parce qu'au moment des questions avec la salle, vous nous autoriserez éventuellement à capter, à enregistrer votre voix pour la restitution. Alors, je ne présenterai pas les intervenants parce que je laisserai chacun et chacune le faire à sa manière. Je vais juste introduire la problématique de cette première séance. Alors, il faut se dire que déjà le séminaire, comme il est conçu, quelle est la logique de ces séances, c'est essayer de mettre ensemble des voix qui viennent du monde professionnel, des professionnels de l'éducation d'image, de l'intervention et du monde de la recherche des universitaires. C'est un peu le deal, on pourrait dire l'accord entre l'université et l'Archipel des Lucioles, que je représente aujourd'hui, mais il y a d'autres collègues de la salle, en sachant que souvent, aussi par des sujets, cette division nette entre intervenants professionnels et chercheurs n'est pas si simple à définir, à établir, et ça aussi la beauté, et vous le verrez que ce soir, c'est un des cas, parce que souvent les personnes qui ont une pratique d'éducation aux images ont aussi une pensée de recherche, et souvent les personnes qui sont plutôt liées à la recherche, pour prouver, pour expérimenter leur thèse et les mettre en pratique auprès des publics directement. L'autre élément pour comprendre ces séances, c'est qu'on essaie de travailler en partenariat avec les masters d'éthique des images, les M1 et les M2. Là, je vois des personnes de ce master M2. Et notamment dans une dynamique collaborative jusqu'au choix des thématiques. C'est le cas de cette séance. Disons qu'à l'archipel, entre l'archipel et l'équipe des pédagogiques de Paris 3, de Sorbonne Nouvelle, on a identifié un certain nombre de thématiques qui nous semblaient intéressantes à traiter, mais je dis un grand nombre, autour d'une centaine de thématiques. Et après, on a laissé un peu le choix aux étudiants de nous faire remonter quelles étaient les thématiques qu'ils voulaient travailler, auxquelles ils souhaitaient entendre en séminaire. Et du coup, cette idée de travailler sur cette thématique-là est venue, on pourrait dire, des étudiants eux-mêmes, étudiantes, elles-mêmes. Et donc, ils ont appris ce défi, parce que justement, à l'archipel, c'est ça que j'ai introduit un peu la problématique, et ça positionne notre point de vue, et d'où on parle. L'Archipel Lucioles coordonne les dispositifs d'éducation aux images et au cinéma qui ont une définition assez précise. Sont des dispositifs institutionnels ou institutionnalisés pour lesquels c'est construit et défini beaucoup autour de la création cinématographique, mais autour de concepts liés au filmique, au narratif, au lien avec la salle de cinéma, donc à des circuits de distribution qui sont celles de la billetterie du CNC, du film distribué et autour de l'institution du CNC, et autour de la figure du cinéaste et de toute la filière cinématographique, disons classique. Passez-moi le terme, il y aura peut-être plusieurs maladresses de ma part dans cette présentation, vu qu'on n'est pas spécialiste de ce dont vous parlez aujourd'hui, c'est-à-dire de l'existence de notre cinéma, de l'autre cinéma, ou cinéma autre, qui est faisant assez maladroite peut-être, on ne savait pas comment définir, et c'est le titre de la séance le dit, cinéma expérimental, film d'artiste, vidéo art, approche conceptuelle, installation, plasticien du cinéma, qui
pourtant existe bel et bien, a toute une histoire plus que importante, et qui a développé des pratiques, des réflexions, des gestes d'éducation aux images, qui par contre, nous, on voit moins, on connaît moins. Et donc l'idée, c'était justement regarder ces pratiques, regarder ces réflexions, regarder ces définitions, parce qu'on partira de là. En sachant que justement c'est un cinéma qui convoque d'autres figures par rapport à celles que nous avons l'habitude de travailler, celle de l'artiste ou de vidéo artiste, révèle d'autres circuits de diffusion et de réception, les musées, les facs, les centres d'art, s'appuie sur d'autres éléments d'analyse et qui d'une autre grammaire, qui n'est pas la grammaire du cinéma traditionnel, et du coup provoque d'autres gestes auxquels on est moins habitué, comme dans l'éducation au cinéma qu'on connaît d'un point de vue institutionnel. Mais que, comme je l'ai déjà dit, offre autant un terrain propice en pédagogie de la rencontre et de l'émancipation. Et c'est sur cette question, cette curiosité, plus que curiosité, qu'on a invité donc, nous 5 intervenants, et auquel je passe la parole du coup, et avec un premier tour de table, auquel je demande de se présenter, et en vous présentant qui vous êtes, d'où vous venez, et qu'est-ce que vous mettez derrière cette définition, ou ces définitions que j'ai un peu évoquées. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous mettez derrière, et comment vous êtes, chacun et chacune d'entre vous, s'est intéressé à ce sujet, à cet objet du cinéma. Et je commencerai à ce tour de table, peut-être avec Marie-Pierre. Donc bonjour, moi je m'appelle Marie-Pierre Bognol, je viens de Berlin, je suis artiste et curatrice. Et en fait, mon histoire avec le cinéma expérimental, le film expérimental et la vidéo d'artiste commence avec le Covid. C'est-à-dire que pendant le corona, à Berlin, on a eu 32 semaines de fermeture de classe. Et donc, je devais faire la classe à mes enfants. Et à la fin de chaque séance, je montrais un petit film expérimental. Et j'avais beaucoup d'angoisse dans cette période parce que je suis travailleur indépendant. Mes revenus chutaient. J'étais beaucoup dans la musique. D'un coup, j'avais 90% de mes ressources qui fondaient. Et je voulais faire quelque chose pour juguler l'angoisse et aussi être en contact donner quelque chose à ma communauté locale, qui est une communauté très multiculturelle, qui est le quartier de Neukölln à Berlin. C'est un quartier avec vraiment beaucoup de communautés différentes et les langues parlées par les enfants ne sont pas forcément les langues entièrement par les parents. À partir de ça, j'ai fait une playlist sur YouTube, complètement pirate, donc j'ai un peu organisé sa sortie et je me suis rendu compte en 3 semaines que la playlist avait fait 12 000 vues, ce qui est vraiment loin d'être rien. Et en fait, cette angoisse que j'avais répondait à l'angoisse d'autres parents qui était d'avoir leurs enfants en boucle sur Peppa Pig, quoi, en gros, pour faire vite. À partir de là, en fait, j'ai contacté l'ancien administrateur du collectif Jeune Cinéma, Théo, je lui ai dit, voilà, je peux le faire une fois, ça en pirate, mais maintenant, si je veux faire des choses, il faut quand même se mettre dans un circuit de droit, de distribution. Et en même temps, j'avais des musées qui m'appelaient en disant, oh, on a 3 classes qui arrivent, on a entendu parler de ta playlist, qu'est-ce qu'on peut présenter? Est-ce que tu as un programme à faire? Allô, collectif Jeune Cinéma, voilà. Et donc, j'ai monté des premiers programmes et les musées ont commencé à me contacter sur des programmes pour enfants. C'est allé assez vite et progressivement à la fois parce que j'ai des grosses institutions qui m'ont contacté, comme le CCCB à Barcelone, qui est un peu le centre Pompidou local, qui m'a invité à être commissaire associé pendant une saison. J'ai travaillé sur un projet franco-allemand à Boston, notamment avec des programmes au Musée des Sciences de Boston, qui est le plus gros musée scientifique au monde, type Cité des Sciences. Et en 2024-2025, j'ai été lauréate d'un programme qui s'appelle Cura, qui a été porté par le CNAP, financé par le ministère de la Culture, pour être associée. J'ai répondu à un appel pour matcher avec une scène nationale. Normalement, moi, j'évoquais mon projet, la scène nationale avait son orientation, et après, des choix ont été faits. Donc, j'ai fait partie de 12 commissaires, curateurs, curatrices, qui ont été sélectionnés. Et pendant 1 an, j'ai pu travailler dans une scène nationale et montrer des programmes tous les mois, à la fois à des publics scolaires et à des publics familiaux, et aussi organiser des ateliers. Donc là, actuellement, il y a ces programmes. Et là, le gros challenge, l'année prochaine, j'ai eu des fonds pour organiser aussi une tournée en Allemagne, dans une 12aine de lieux,
avec une médiation en allemand. Voilà, je me prépare, donc ça va être un challenge. Pour la définition, pour moi, de ce que je fais, c'est à la fois, il y a une partie de film expérimental, un peu dans cette définition traditionnelle, mais je voulais vraiment mettre des vidéos d'artistes, mais aussi des vidéos trouvées sur YouTube, des vidéos faites par des enfants, quelque chose d'assez mixte, et je travaille sur un format qui est assez spécifique, qui est idéalement de 1 à 3 minutes. L'idée, c'est de mettre en contact avec des formes, de montrer à peu près une douzaine de propositions en 30 minutes, d'accompagner ces propositions et de montrer qu'on peut faire, que l'art plastique, les arts plastiques peuvent prendre des formes aussi en mouvement, quoi. En général, c'est pas des films avec un climax, c'est pas complètement écrit, mais c'est des expérimentations de formes. L'idée, c'est de ne pas coloniser l'imaginaire, mais d'avoir énormément de contact avec des formes, et aussi pour que les enfants, en général, je leur propose quelque chose qu'ils puissent faire eux-mêmes en 2-3 heures à la maison. Un film sur téléphone, une animation papier. Voilà un peu mon parcours, et moi, ce que je mets là-dedans, ça peut être des formes très mixtes, très différentes, et qui sortent. Enfin, vraiment, je fais ça comme une playlist, comme une cassette. J'essaye d'avoir un rythme qui soit assez adapté pour les enfants. Voilà pour moi. De toute façon, on aura l'occasion de parler de tout ça, je pense. Et je laisse la parole à la personne à côté de toi, à Thomas. Thomas Burlin, collectif Jeune Cinéma. Je suis administrateur chargé de distribution et coordinateur de festivals de cinéma différents expérimentaux de Paris. Le collectif Jeune Cinéma est un coopératif fondé en 1971, donc il est une des plus anciennes coopératives de distribution de cinéma expérimental de France. Elle était fondée sous le modèle des coopératives, surtout d'Amérique du Nord, où on reverse une grosse partie des recettes de distribution aux cinéastes. Donc on a un catalogue qui va des années 40 jusqu'à aujourd'hui. On fait très attention aussi à la création contemporaine. Donc on essaie toujours de voir un peu les formes qui sont un peu à l'avant-garde, pas uniquement historiques, mais aussi de ce qui se passe aujourd'hui à travers le festival, à travers différents aplats films qu'on fait, la compétition internationale. Après, on a aussi une catégorie spéciale pour les jeunes, les mois de 18 ans et les mois de 15 ans. Par ça, on a aussi un catalogue LGBTQIA+. On organise tous les années aussi un appel à film pour ça. On organise des séances régulières tous les mois, des séances What's Your Flavor, ça c'est le nom du catalogue LGBT. Et on fait le festival au mois d'octobre. Et on connaît bien Marie-Pierre. C'est une table ronde où tout le monde se connaît. C'est un monde où vous connaissez un peu tous entre vous, que vous travaillez beaucoup ensemble. Et pardon Thomas, juste, tu es toi-même cinéaste et artiste. Oui, bon, pour moi le dernier temps, mais oui. J'avais commencé avec des productions pour la télévision publique italienne, slovène, BBC aussi, et surtout documentaires. Et disons, après mes études à Paris, je me suis plus orienté vers l'expérimental. J'ai travaillé dans un laboratoire partagé qui va s'appeler le Nouvel Argot, avant s'appelait l'Abominable. L'ETNA, c'est un petit atelier aussi de cinéma expérimental où je donne aussi des ateliers. Et je travaille aussi à la Film Galerie. On fait des expositions autour de cinéma expérimental et disons l'art contemporain, installation, plutôt projection, choses comme ça. Et Sébastien ? Bonsoir à tous, à toutes. Merci pour la proposition d'intervention sur cette table ronde. Moi, je m'occupe d'une association qui s'appelle Braquage, qui est une association qu'on a créée il y a 25 ans, dont l'enjeu est principalement d'essayer de mettre en avant des pratiques liées au cinéma argentique. Donc, ça passe par beaucoup de programmation, de ciné-concerts aussi, des expositions de plasticiens, plasticiennes et pas mal d'ateliers qui sont proposés aussi par l'association. C'est une association qui se promène beaucoup, sans lieu fixe. Sur une année, on a une vingtaine de lieux à peu près qui nous accueillent, à Paris, en France, à l'étranger aussi. Il y a régulièrement, quand même, dans ces 25 ans d'histoire, quelques endroits qui nous ont accueillis fréquemment, régulièrement, ce qui est le cas encore là depuis une dizaine d'années dans un espace dans le 20e arrondissement. Et après, on circule beaucoup, on amène nos matériels, souvent les projecteurs pour les projections, le matériel pour les ateliers. Et ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de montrer les films dans le support pellicule.
sait très bien qu'il y a des belles restaurations qui peuvent exister, etc. Si ce sont des films faits en numérique, on va les projeter en numérique, évidemment. Mais on essaye vraiment de trouver les outils et de faire attention aussi aux copies qui viennent des distributeurs type le collectif Jeune Cinéma, Cinédoc ou l'Icône, qui là du coup sont des copies vérifiées, on a confiance, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi des copies de cinéastes qui ont ça chez eux depuis longtemps, c'est une copie unique, on essaye de vérifier un peu l'état de ces matériaux. Et ensuite de penser des programmations qui sont principalement des programmations thématisées, de la même manière que les expositions sont aussi souvent des programmations thématiques. Et on invite aussi le plus possible des cinéastes à venir soit présenter leurs travaux, un film fait il y a l'an dernier, il y a 10 ans, il y a 30 ans, 50 ans, et aussi montrer des performances. En tout cas, dans l'idée de nos programmations, il y a cette notion de thématique qui nous intéresse, de motifs, de pratiques, de gestes, etc. Mais aussi de ne pas nécessairement montrer les derniers films qui seraient sortis, hein, en estimant que le cinéma expérimental vit une forme d'actualité très très différente du cinéma d'industrie, qui va travailler sur la sortie en salle du film, le festival qui va montrer la première fois telle ou telle chose. Nous, on s'en fiche un peu de ça, on va montrer des films anciens, des films récents. C'est pas parce que Thomas fera un film demain qu'on va tout de suite montrer le film de Thomas. On va peut-être mettre plus longtemps, parce qu'il y a une programmation, ça nous dira de montrer celui-ci, qu'entre-temps, on en aura montré 3 autres qu'il a fait il y a 10 ans. On est vraiment dans cette proposition-là aussi, de mêler à la fois les temporalités, on va dire, de ce cinéma, en estimant que cette pratique cinématographique et le cinéma expérimental, son actualité, elle est toujours vive, en fait. Elle est toujours là. C'est pas dire qu'un film des années 20, c'est aussi beau qu'un film aussi important ou je ne sais quoi, mais ça a une valeur à être montré, pas en tant que film des années 20, mais parce que c'est une valeur en tant que telle de geste de création. Et par ailleurs, donc, on organise aussi beaucoup d'ateliers liés à la pellicule principalement, pas seulement. On fait aussi des ateliers avec des outils d'avant l'invention du cinéma, type lanterne magique, praxinoscope, choses de cet ordre-là. Et on fait beaucoup d'ateliers sur le support film, tels que du décollement d'émulsion. On va décoller la pellicule, les images de la pellicule pour les recoller sur une autre pellicule, du dessin sur pellicule, du grattage sur pellicule, des chimigrammes, des rayogrammes, des éléments comme ça qui sont relativement simples à mettre en place, dans des espaces pas toujours équipés, mettons une chambre noire par exemple, qui permettrait le développement des images, parce que comme ça on ne se limite pas à ce type de pratique du développement par exemple, et ça nous permet aussi de proposer ces ateliers dans des structures assez diverses, comme des festivals, comme des écoles, avec des tout-petits aussi, des maternelles, des crèches, des adultes, des personnes qui viennent sur leur temps libre les week-ends, le soir, ou ceci ou cela. Tout à l'heure, on verra justement quelques petits bouts d'ateliers que j'en ai sélectionné 2, on verra un peu à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, notre démarche s'inscrit aussi dans une volonté, jusqu'à présent en tout cas, d'avoir cette association qui serait menée que par des bénévoles, donc des personnes qui ont aussi d'autres pratiques, beaucoup dans la pédagogie, que ce soit dans des institutions ou de manière enseignante. Enfin, il y a 2 enseignantes aussi dans l'association, en université ou dans des lycées. Il y a des gens qui travaillent dans des institutions culturelles, d'autres qui ont des pratiques de réalisation aussi, ou de son, d'image. Enfin voilà, tout le monde est un peu praticien, mais pas nécessairement du côté de la pellicule argentique. Et donc tous ces membres de l'association, ça varie un peu selon les périodes. Là, on est une petite quinzaine et c'est que du bénévolat. Il n'y a aucune subvention demandée par l'association depuis 25 ans. Donc, on travaille vraiment avec ce flux de possibilités de proposer des ateliers qui soit sont ouverts que nous organisons et on récupère un peu de sous avec les inscriptions de chacune et chacun, soit des propositions de festivals ou autres qu'on facture pour récupérer des sous, ce qui nous permet de louer les films à Thomas pour montrer des films en salle, enfin dans les espaces, etc. Pas que à Thomas, mais voilà, et ça permet comme ça de rentrer quand même dans cette économie du cinéma expérimental qui a aussi ses singularités très grandes. On pourra en reparler, j'imagine, tout à l'heure. Voilà, en gros. Ah, merci. Et j'ajoute Sébastien Ronceret, parce qu'il n'a pas dit son nom. Et je passe la parole à Emmanuel. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Donc moi, je parle en tant qu'enseignant à l'université et j'assure en particulier un cours pour des 3e années de licence sur le cinéma expérimental. Donc voilà, ma situation, c'est d'essayer de faire découvrir le cinéma expérimental à cette tranche d'âge, mais en même temps avec la conviction que c'est quelque chose qu'on peut faire découvrir justement aussi à peu près à tous les âges, et que c'est aussi cette part de jeu, d'invention, de liberté qui peut parler aussi à des enfants et qu'on peut partager avec des grands, avec des étudiants. Il y a, c'était une réflexion de Nicole Brenet sur le cinéma expérimental que je trouve très juste et qui dit que si, en termes de visibilité, le cinéma narratif, commercial peut sembler majoritaire, en termes d'éventail des formes, des possibilités, des dispositifs de présentation, etc., c'est le cinéma expérimental qui est archi-majoritaire, et c'est le cinéma narratif classique qui représente un tout petit échantillon possible. Donc leur vie, c'est forcément de faire découvrir aux étudiants un éventail beaucoup plus large, qui ne consiste pas à rejeter le cinéma narratif classique, mais de découvrir que c'est un tout petit échantillon à l'intérieur d'un ensemble plus vaste.
et même de tout un écosystème. C'est-à-dire que moi, dans l'enjeu dans mon cours, c'est de leur faire aller voir sortir, c'est-à-dire aller voir, découvrir les espaces de projection. Alors à Paris, mais il y en a plein. Il y a des festivals, il y a des lieux. Donc c'est aussi pour eux véritablement, je pense, en tout cas c'est l'idée, et je crois que ça l'est aussi réellement, un éveil aux lieux de projection, enfin c'est-à-dire aux films, ce qu'on peut voir, hein, aux lieux. Du coup, à des communautés, parce que c'est aussi des lieux où ils se rendent compte que les modalités d'échange, de conversation, de vision des films sont pas du tout les mêmes que celles qu'ils peuvent connaître, et puis et aussi de pratique. Et ça, c'est ça qui aussi, je pense, peut leur parler, puisque ils sont habitués à manier des outils. Ils sont de plus en plus, ils ont la possibilité d'être assez autonomes pour bricoler, fabriquer des choses. Et donc, ça peut leur parler de se rendre compte que le principe même ou la philosophie du cinéma expérimental, c'est de faire avec les moyens du bord. D'où ces liens aussi avec les outils du home movie, des caméras qui coûtent pas cher, de la pellicule qui coûte pas cher, pouvoir tourner sans avoir à demander l'autorisation, sans avoir à se plier aux exigences esthétiques et politiques, du producteur, de la société, etc. Pouvoir exprimer des choses qui sont pas exprimables à un moment donné, voire qui sont réprimées, interdites. Et donc, ça parle, à mon avis, de façon évidente à des jeunes. Et du coup, je crois qu'à partir de là, l'expérimental qui peut leur sembler une niche possiblement élitiste et artistique, comprennent qu'au contraire, ça les concerne directement. Simplement, ils ne connaissent pas forcément ces outils comme l'argentique. Ils connaissent d'autres formes d'outils. Mais le fait qu'on puisse s'approprier des outils, ça peut leur parler. Il n'y a plus qu'à leur faire découvrir tous ces possibles, donc des films, des pratiques, des lieux. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu, ce qui m'anime. Mais je dirais aussi que, pour terminer, avant d'être enseignant, je dirais que il y a aussi un goût concret, pratique, très manuel aussi de ces appareils caméra Super 8. Je suis de la génération qui a pu manier des caméras Super 8 avant que ce soit un objet de patrimonial, et avec un bruit particulier, avec des rituels particuliers, les cassettes, le développement, la visionneuse, et tout cet appareillage-là, il nous renvoie aussi à du manuel, à un moment où les choses sont virtuelles. Et je pense que c'est très bon pour mes étudiants. Voilà. Teresa. Je viens d'ici, je suis enseignante-chercheuse à la Sorbonne Nouvelle. Contrairement à Emmanuel Sietti, je ne donne pas de cours sur le cinéma expérimental ou de cours précisément sur les films d'artistes. Donc je vais revenir aussi sur cette potentielle distinction. Néanmoins, j'intègre tout le temps et de façon récurrente des exemples de cinéma expérimental ou de films d'artistes. Beaucoup moins d'art vidéo. Pour moi, l'art vidéo, je vais y revenir aussi. Je le vois vraiment comme un phénomène un peu historique situé dans le temps, et je l'enseigne relativement peu. Hein. Je peux y faire référence dans certains contextes, mais de fait, je ne vous cache pas que ça ne fait pas nécessairement partie de mes corpus. Tandis que l'expérimental, oui. J'ai aussi la chance d'avoir une activité ponctuelle parallèle en tant que programmatrice, et il s'avère que je programme très souvent des formes expérimentales. Et que c'est un grand plaisir de le faire, et que je trouve que c'est très important de faire ce lien entre l'activité de transmission, de pédagogie et de recherche avec cette autre partie de la transmission en dehors de la salle de cours. Comment je suis arrivée? Alors, Emmanuel a déjà dit en fait toute une série de choses avec lesquelles je m'identifie complètement. Moi aussi, j'ai un certain âge. Moi aussi, j'ai tourné des films avec des caméras Super 8. J'ai été formée à la photographie argentique. C'est vraiment la photographie argentique qui m'a permis de faire toute une série de choses. Mais la découverte du cinéma expérimental, c'est arrivé au moment où je me suis installée à Paris. Et où j'ai découvert en fait un milieu extrêmement vivant, très riche. Il n'y a pas d'autre ville, je le dis en tant qu'étrangère,
Il n'y a pas d'autre ville où j'ai connu ça, cette formidable activité qui est grâce à nos camarades qui se situent, qui sont assis à table. Et ça a été aussi vraiment une découverte d'une sociabilité et d'une communauté. Le cinéma expérimental, pour moi, est de l'ordre du collectif, du partage, d'une communauté qui se réunit de façon très régulière pour voir des films avec vraiment un grand enthousiasme. Il y a des liens à faire sans doute entre le cinéma expérimental et les pratiques amateurs. Et je trouve que l'idée d'aimer est vraiment une idée très forte du côté du cinéma expérimental. Donc pour moi, c'est une découverte que j'associe beaucoup à ce milieu français parisien, pour avoir habité dans d'autres pays où j'ai découvert par ailleurs d'autres choses. Ma découverte du cinéma muet, c'est pas une rencontre parisienne, c'est un autre type de rencontre. Mais le cinéma expérimental l'est, et je tiens en fait à souligner ce milieu extrêmement actif, vivant encore aujourd'hui, avec beaucoup de collectifs petits, moyens, très enthousiastes, notamment aujourd'hui autour de l'argentique, qu'il faut saluer, parce que ça veut dire aussi entretenir une polyculture, aller contre les monocultures qui de plus en plus sont présentes dans nos vies. Donc ça pour la découverte du cinéma expérimental. Pour ce qui est du film d'artiste, que l'on pourrait peut-être... Alors, ce sont des distinctions artificielles et je ne vois pas pourquoi certains cinéastes qu'on associe aux praticiens, qu'on associe à ce qu'on appelle le cinéma expérimental, relèvent aussi sont aussi des artistes qui font des films. Mais si on est en train de parler de cette autre pratique qui consiste en particulier à présenter des films qui sont tournés par des artistes et qui sont projetés par exemple dans des espaces de galeries, de musées, et qui connaissent donc à la fois un système de production et un circuit de distribution et de diffusion qui est lui aussi très particulier et qui ne sont pas destinés nécessairement à être projetés dans une salle pour un public collectif. Il s'avère que moi, je suis formée en histoire de l'art et que donc ça aussi c'était quelque chose dont j'étais familière. Et que je fréquentais aussi ces espaces. Mais pour moi, il y a une sociabilité propre et un sens de la communauté autour du cinéma expérimental que je distingue de ces autres pratiques-là. Mais c'est peut-être aussi par croyance, parce que je suis acquise à la cause du cinéma expérimental et je ne le cache pas. Voilà. Merci pour ce premier tour de table qui a donné déjà pas mal de bribes de choses que je pense qu'on va aborder au cours de cette heure et quart qui nous reste avant de laisser la place aux questions de la salle. Donc je vois déjà beaucoup de choses surgir, mais j'ai mis tiens mon fil et je vais mettre un peu le pied dans les plats au pluriel, en jouant aussi un peu des idées reçues. C'est un peu le pari que j'assume pour cette table ronde, parce que je joue le non-connaisseur du sujet et qui va vous défier à certaines idées reçues que je ne demande pas de valider ou vérifier, mais je demande de réagir avec de l'expérience, l'expertise, de la connaissance et des réflexions. Et donc j'espère ne pas vous scandaliser dans ma naïveté, un peu jouée ou surjouée. Mais du coup, la première... idée reçue sur laquelle je veux quand même vous confronter, et on vient le premier chapitre de cette discussion, je l'appellerai rapport au public, ou rapport et public au pluriel, je les pense au pluriel. C'est l'idée que le cinéma expérimental a en soi, dans sa propre définition, inscrit de façon programmatique un défi au public. Si on revient à mes connaissances d'historien du cinéma, si je trouve la racine dans le cinéma expérimental, dans le geste expérimental du cinéma, les avant-gardes par exemple, je me souviens de cette invitation à épater les bourgeois. En gros, j'ai toujours interprété, ressenti que dans le cinéma expérimental, il y a une forme de volonté de casser des codes pour le spectateur, du spectateur classique, un spectateur majoritaire. Et donc, dans cette idée de défi en soi,
que je vous interroge. Comment cela est historiquement et du point de vue historique et esthétique, vous le voyez conciliable avec une pratique de transmission, de pédagogie, d'éducation aux images, parce qu'on parle d'éducation aux images, on parle de rapport, dialogue avec le public forcément. Et je ne demande pas non plus, pour le moment, c'est vraiment sur cette définition historique et esthétique que je vous demande de réagir, sans besoin d'aller déjà sur des questions d'âge qu'on verra plus tard. Mais si déjà en soi, vous ne sentez pas, dans votre expérience, le défi que le cinéma expérimental pose en soi au spectateur, comment, si ce n'est pas déjà un paradoxe, et comment vous le voyez? Et je conseille à poser cette question à nos justement universitaires chercheurs, Teresa et Emmanuel, je ne sais pas si vous voyez un peu la question. Oui, en fait, je dirais que ce sont plutôt les codes qui sont des anomalies, d'une certaine manière. C'est-à-dire, si j'ai envie de marcher à reculons, pourquoi est-ce que je ne m'amuserais pas à marcher à reculons? Et pourquoi je dirais que c'est... je pense que le cinéma expérimental n'est pas tant d'une volonté de casser les codes que d'une volonté d'exprimer des choses, et quitte à éventuellement à constater qu'il y a plein de gens qui estiment que c'est pas dans les codes et que non, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et c'est là que ça rencontre des moyens techniques du bord, hein, c'est-à-dire des outils émis, les caméras Super 8, aujourd'hui peut-être les téléphones portables, mais c'est que si des gens vous disent non, on ne va pas vous donner d'argent pour faire ça, c'est pas grave, vous pouvez le faire à votre façon vous-même avec les moyens du bord. Donc c'est plutôt de l'idée qu'il y a des envies et qu'on peut se débrouiller pour les faire quand même. Et c'est pour ça aussi qu'il s'agit, à mon avis, moins d'un cinéma contre, finalement, quand on regarde les expressions du cinéma d'avant-garde des années 20, que d'envie partagée. C'est l'aspect communautaire qu'a exprimé Teresa, c'est-à-dire que finalement, les séances dada ou surréalistes, c'est d'abord pour eux. Donc c'est plutôt des moments de complicité et de partage. Et les créations de salles d'avant-garde, par exemple, le Studio 28 ou le Cinéma 16 à New York par Amos Vogel, c'est plutôt l'idée qu'on a envie de voir certains films, on se dit que d'autres doivent en avoir envie, on se dit que c'est pas possible, et donc on se donne les moyens d'aller récupérer des films 16 ou si on fait des films, de trouver d'autres personnes qui font aussi des films un peu comme nous et de trouver des moyens de les voir ensemble. Et donc c'est plutôt des agrégats communautaires que des décisions contre. Et finalement, les scandales qui émaillent, bien sûr, l'histoire du cinéma expérimental, viennent plutôt de l'extérieur, c'est-à-dire ils font leurs films. Et puis la police débarque parce que non, le cuirassé Potemkin, c'est politique, donc il ne faut pas. Non, parce que ce cinéaste est homosexuel et que l'homosexualité est interdite aux États-Unis, etc. Donc finalement, le scandale vient de l'extérieur beaucoup plus que de l'intérieur même, je dirais, du cinéma expérimental. Oui, et moi je dirais, surtout aujourd'hui, cette idée d'épater les bourgeois, elle fait pas de sens. Il s'agit juste d'entretenir aussi la diversité. Hein. C'est un tout petit peu ce que je disais sur cette... Et pour moi, c'est essentiel. Hein. C'est vraiment une question extrêmement importante. Entretenir la diversité des pratiques, entretenir la diversité des images, entretenir la diversité aussi des façons de faire. Hein. Bien sûr, il y a l'argentique et il y a multiples façons en fait de mobiliser l'argentique, mais c'est aussi le numérique, c'est aussi potentiellement bricoler avec des caméras. Donc pour moi, c'est vraiment une question plutôt d'entretenir cette diversité. Et donc d'aller contre des monocultures et d'aller contre aussi des systèmes de production qui sont de plus en plus verrouillés. Hein. Donc voilà, pour moi, cette question du choc formel qui effectivement a été, si on veut, un problème important dans le passé, mais il y a 100 ans. Hein, donc les choses ont forcément changé. Pour moi, c'est pas peut-être la façon la plus pertinente de prendre cette affaire. Après, ce que je dirais aussi, c'est que pour moi, je ne sais pas si ta question va dans ce sens-là aussi. Pour moi, le cinéma expérimental n'est pas comment le formuler? Bien sûr que on peut éduquer. Surtout, je suis devant les étudiants de ce master. Bien sûr, on peut éduquer aux images. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émotion qu'on peut ressentir devant ces films expérimentaux, elles arrivent de toute évidence avec ou sans cette préparation chez certains et chez certaines. Il s'agit, je pense, pour nous et pour nous tous et toutes autour de cette table, juste souvent en fait aussi
de familiariser les étudiants avec ces communautés, avec ces façons de faire, voilà, de les mettre en rapport avec cette histoire, avec cette richesse. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émotion qu'on peut ressentir face à des films, elle nécessite. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la high culture nécessairement. Hein. C'est pas parce qu'on a suivi, sans doute qu'après avoir suivi le cours de mon collègue, on est particulièrement apte à apprécier le cinéma expérimental. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait le découvrir et être bouleversé par cette découverte. Et je pense que cela arrive aux enfants, bien sûr, auxquels vous montrez ces images et ces films. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a des formes. Il ne faut pas oublier que le cinéma suscite beaucoup de réactions, d'émotions, d'enthousiasme. Et je pense que le cinéma expérimental le fait aussi. Même des expériences esthétiques classiques comme la beauté, la contemplation. Hein, il y a des choses effectivement qui sont particulièrement fortes et qui sortent du cadre très normé auquel nous sommes habitués. Et c'est formidable parce que c'est de diversité qu'on parle. Marie-Pierre, tu voulais réagir? En fait, ce qu'il y a, c'est moi ce que je le vois presque plus comme une énergétique. Enfin, c'est personnel, hein, le film expérimental ou les pratiques expérimentales. Parce que ce dont tu parles, Teresa, le choc formel, moi c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup dans des séances de films expérimentaux, et ce que je dis souvent, vous ne savez pas ce que vous allez voir, mais il y aura quelque chose qui s'accrochera et qui continuera son chemin, et on est vraiment surpris, des fois ça peut se jouer à pas grand chose. Mais sur cette histoire moi, mon positionnement se joue plus sur l'énergétique, parce que ce que je veux transmettre, moi, dans les programmes, c'est plus une agentivité. Et ça rejoint aussi vos propos, parce que moi, je suis pas dans une communauté, hein, voilà, pas braquage, je suis pas dans ces pratiques. Les enfants ne vont pas faire un ciné-club expérimental dans leur école primaire, quoi. Donc on est ailleurs, même si quand même je valorise la communauté dans mes programmes et dans les choix des films. Mais moi, il y a une phrase qui est un peu un motto qui présente dans toutes mes pratiques. C'est une phrase que citait Enrique Villamatas dans un de ses livres. C'était écrire pour ne pas être écrit. En fait, c'est de montrer qu'on peut ne pas être récit, qu'on peut prendre le cours de l'écriture de sa vie. Et c'est quelque chose qui se passe très fort dans les pratiques artistiques et dans la pratique du film expérimental, c'est l'agentivité. On n'a pas besoin d'attendre pour faire, c'est ce que disait Emmanuel. On le fait. Et en fait, c'est on le fait que beaucoup de choses se jouent, que ce soit en organisation ou dans la création de films. Et aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est, en général, qui dit enfant, on dit accompagnateur, soit accompagnateur scolaire, soit famille. Et je m'adresse aussi aux adultes, en fait, parce que souvent, ça va être la seule opportunité de voir ce genre de film. Donc, il y a aussi, par rapport au DIY, donc le do-it-yourself, le fait de bricoler, c'est quelque chose qui rejoint l'énergie du débutant. Dans le zen, c'est toujours se mettre dans un esprit de débutant, et c'est quelque chose qui est cultivé par les personnes qui font des films expérimentaux. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément faire, mais on va le faire. Et on ne cherche pas les moyens pour le faire, on s'adapte aux moyens qu'on a pour le faire et on en crée une forme. Donc, il y a ça qui se passe. Et aussi, ce que j'essaie de transmettre dans mes séances, c'est de dire qu'il y a des réseaux qui existent. Alors, ce n'est pas des réseaux type Lightcon à Paris, voilà, mais je dis... Et les enfants, si vous faites un film, demandez à vos parents, Collectif Jeune Cinéma, il y a un appel des moins de 15 ans, vous faites un film cet été, vous l'envoyez. En fait, vous pourrez rencontrer d'autres enfants et présenter le film avec le micro sur scène. Et c'est-à-dire, en fait, le problème pour créer, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est de se dire à quoi bon, ça ne sera jamais montré. Quels sont les réseaux pour montrer quelque chose? Et de dire qu'il y a un circuit qui existe aussi, ça fait partie d'une énergétique globale. Et un dernier point aussi, je rejoins Teresa sur l'idée d'aimer et d'amatorat. C'est-à-dire, Bernard Stiegler en parle bien, hein, il dit, en général, quand on est amateur, c'est pas... On dit que c'est moins bien que le professionnel, mais en fait, il repart de la base du verbe aimer, c'est-à-dire s'investir libidinalement quand on est plus grand, mais enfin, avoir cette sorte de courant qui sort de soi pour faire en sorte que les choses se passent. Et c'est quelque chose qui était présent chez Braquage. Enfin, vous êtes sur cette énergétique-là. Donc, en fait, moi, je me sers des films pour à la fois montrer des choses et
mettre des graines d'idées et d'énergétique, de dire en fait, allez-y, faites vos trucs, il y a une communauté, il y a des réseaux, et en fait, aussi, quand on fait un film en 2 ou 3 heures, plusieurs réalisateurs, réalisatrices en parlent, ils disent parce que je devais le faire. Parce qu'il y avait une sorte d'urgence à mettre une forme sur une sensation qu'on ne sait pas trop toujours nommer. Et être en contact avec cette partie-là de soi, que ce soit à 3 ans, 30 ans, 90 ans, enfin, je trouve que c'est le plus important dans la vie. Voilà, je voulais réagir sur ces points-là. Non, mais tu réagis bien. Avant de... je ne sais pas si Thomas et Sébastien, mais Sébastien, moi, je pensais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à Teresa, Emmanuel et Maria-Pierre. C'est que quand je t'ai invité par mail à intervenir dans cette table ronde, tu m'as répondu, moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais la distinction entre le cinéma expérimental et le cinéma non expérimental? Et tu vois, et je pense que là, les choses qui sont déjà un peu évoquées, je vois bien d'où tout surgit. Tu me disais ça parce que peut-être si tu veux développer par rapport à ça, c'est-à-dire que pour toi, justement, comme Teresa le suggérait, il n'y a pas trop à penser les choses comme un cinéma qui est contre quelque chose, mais c'est plutôt un cinéma qui fait partie de l'histoire, qui est juste veut créer une communauté, a envie de partager, autant comme un film d'un auteur qui a son circuit de diffusion comme un autre. Après, une autre histoire, une autre industrie, une non-industrie, mais c'est pas un questionnement que tu comprenais de ta position de pédagogue, de formateur, des personnes qui transmettent aussi la pédagogie aux images. Je sais pas si ça te sent pertinent de réagir par rapport à ça. Réagir sur ce que serait le cinéma expérimental face au cinéma plus traditionnel. Moi, je crois que c'est en pédagogie, en tout cas, restons sur ce domaine-là. Il me semble que c'est des histoires de rencontres. C'est-à-dire comment on fait pour que des enfants, des adolescents, ou des adultes aussi, se confrontent à des œuvres et suffisamment d'attention pour se rendre compte de ce qu'ils sont en train de voir et d'apprécier ou non. Après, ça, c'est leur choix. Mais en tout cas, ce mode-là de réussir à les impliquer pour qu'ils puissent saisir quelque chose d'une proposition, d'une volonté, d'un cinéaste, d'un ensemble de techniciens aussi pour des films plus industriels ou d'un cinéaste autonome dans le cinéma expérimental. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, et puis de passer éventuellement par la pratique après, via des ateliers où il est question de faire des films collectifs, etc. etc. Mais je me dis que c'est... Marie-Pierre, tu évoquais le fait que oui, ça peut être aussi des gens qui savent pas exactement vers où ils vont aller. Moi, je crois qu'on peut reconnaître le travail de Max Ophuls avec ses techniciens qui font des travaux de lumière absolument incroyables, de Michael Balaos comme chef opérateur, qui soit chez Fassbinder ou chez Scorsese. C'est des techniciens. Ils ont un projet qui est quand même celui d'une forme narrative potentiellement, parce que c'est là-dedans qu'ils s'inscrivent, et c'est intéressant aussi. Le cinéma expérimental s'y attelle aussi, à certains endroits. Et après, ils savent exactement que ce mouvement de caméra, ce moment de focus, ce point sur le visage de Petra von Kant après un grand mouvement de caméra, bah là aussi, il sait le faire. Et c'est un vrai technicien, il se pose cette question. Et je pense que là, en ce moment, il y a un grand colloque autour d'un cinéaste expérimental important qui s'appelle Hollis Frampton. C'est aussi un technicien, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas seulement dans « je verrai bien, il faut le faire, c'est l'urgence ». Je pense qu'il y a aussi des liens qui peuvent exister, et l'histoire du cinéma en parle beaucoup, et de plus en plus, j'ai l'impression, du côté du cinéma traditionnel, sur les gestes techniques, les connaissances de technicité, peut-être aussi parce qu'il y a une carence, ou peut-être une crainte de l'oubli de ce qu'a pu être ces 120 années ou 110 années essentiellement dédiées à la production argentique, que c'était des gestes particuliers, que ces gestes ne se reproduisent pas, évidemment, et heureusement même à l'identique dans le champ du cinéma en création numérique, et qu'il y a des connaissances, des savoir-faire, des propositions, des intérêts, des créations qui ont eu lieu, et que des historiens, historiennes, enseignants, enseignantes travaillent ces questions-là aussi, qui sont les questions de gestes de création. Et je crois que s'il y a un lien qui peut exister, potentiellement, si on doit en chercher un, et pourquoi pas, c'est sur cette quand même pertinence de étudier et proposer des gestes, qui peuvent être parfois très simples. Je sais pas, hier j'ai fait un atelier avec des enfants, ils avaient entre 5 et 8, peut-être 12 ans, la plus grande, et on a fait du grattage sur pellicule. C'est une pellicule opaque, on prend une plume, on gratte, on rajoute de la couleur là où c'est gratté, au lieu d'avoir une forme blanche à l'écran, on aura une forme colorée. Et à la fin de l'atelier, il y a une petite fille qui est venue me voir après la projection qu'on a faite en boucle, donc ils ont regardé plein de fois le film. C'était intéressant pour eux aussi, une attention un peu différente. Une fois passé là, ça c'est moi, il y a autre chose qui se met en place. Et une petite fille est venue me voir à la fin de la projection en disant c'est rigolo parce que ce qu'on t'a montré, ça ressemble à des moments quand je ferme les yeux, que je m'endors et ça me fait peur. Et maintenant, j'aurais plus peur. C'est ça en fait, pas fait plus quoi. Elle a fait son grattage avec d'autres, et puis à un moment elle va se rendre compte, je lui ai pas dit ce sont des visions que Brakhage par exemple déterminait comme vision hypnagogique, et c'est super, on a tout ça et t'inquiète pas. C'est juste elle qui voit quelque chose qui rencontre une forme. Alors
Alors c'est un truc qu'elle n'aurait jamais imaginé en tant que tel, peut-être que ça l'inquiétait parce qu'elle savait pas. Là, ça a nommé quelque chose. En tout cas, ça a visuellement créé une rencontre ou une perturbation, ça peut être ça aussi, mais qui peut être bénéfique, pour un univers, une pensée, un mode de réflexion sur tout ça. Donc je ne sais pas si je réponds tout à fait à tes questions sur voilà, les frontières, les choses de cet ordre-là. Moi, il me semble que c'est pas là-dessus que se pose nécessairement la question. Oui, Renoir, il disait c'est épatant. Bah oui, c'est épatant de faire du cinéma, en fait. Les Frères Lumière, quand ils ont montré leur film, c'était épatant, même pour Méliès qui raconte ça et qui dit « Ouah, une image fixe, j'en ai vu 100, ouah, ça bouge, c'est épatant ». Marais, il montre des choses qui ne projetaient pas nécessairement, c'était épatant aussi. Notre expérimentation, elle vient de là aussi. C'est un outil, une machine dont on va essayer de comprendre le mécanisme, le fonctionnement, l'adapter aussi à ce qu'on va avoir besoin de faire, ou ce qui est techniquement connaissance ou nouvel outil. Il y a un truc qui arrive ici, hop, le support souple, la pellicule, on va faire de la chronophotographie, boum, on va arriver au cinéma derrière, parce que comme ça, on peut avoir des métrages plus longs et des pellicules plus petites. On arrive à la projection cinématographique, c'est du spectacle, on en fait quoi? Et des gens comme Elias déboulent, et c'est du théâtre au départ. Il vient de ça, de cet univers-là, c'est un inventeur de spectacle, de cinéma. Et bon, toutes ces choses-là se nourrissent, et là je prends vraiment le tout début, mais ça vient de tout ça, et c'est aussi l'expérimentation. Marais est un grand expérimentateur. De la même manière que les Frères Lumière expérimentent leur cinématographe pour voir comment ça marche en fait. Ils vont dans un tunnel, c'est tout noir, et hop, la lumière revient, et c'est sur X. C'est un test, c'est une expérimentation. Mais c'est pas se dire je fais de l'expérimentation parce que je sais pas, c'est je fais une expérimentation pour connaître et pour me confronter au monde, aux choses autour de moi, que ce soit abstrait, figuratif, un saisissement, un cadrage, tout ce qu'on veut. C'est toujours ça qui importe. Et je pense qu'en pédagogie, c'est vers ça qu'on essaye, nous, en tout cas, d'aller le plus possible, c'est rencontrer des formes, rencontrer des gestes, qui soient collectifs, individuels. Ça marche pas toujours, loin de là. Moi, ça fait 25 ans qu'on fait des ateliers pédagogiques. Je n'ai pas souvenir qu'il y a un seul enfant qu'on a rencontré entre 5 et 10 ans, qui est 5 ou 15 ou 20 ans plus tard, nous disent « Ah, on a fait un atelier, j'avais 5 ans, je fais des films expérimentaux. » C'est pas grave. Par contre, il y en a une au moins sur ces 25 ans qui dira bah tiens, j'ai un peu moins peur à la nuit maintenant quand je ferme les yeux. Et là, la conversation avance toute seule, donc c'est très bien. Et parce que ça a déjà été la prochaine, la deuxième des reçus, ça a déjà été, comment dire, elle a été déjà tombée. Et mais je donne l'occasion à Marie-Pierre peut-être de présenter un peu mieux en détail son activité, si tu veux montrer quelque chose de tes vidéos, de mes vidéos. Et du coup, sur la question, parce que l'approche que vous proposez, évident et super pertinent de la question autour de la rencontre, de partager un amour, un geste partagé autour d'une rencontre de cinéma. Fait tomber totalement des questions autour de l'âge supposé du spectateur, des spectatrices de ce cinéma, et pour lesquels on peut imaginer un cinéma expérimental, c'est un cinéma intellectuel, un cinéma conceptuel, et donc qui ferait imaginer le besoin d'une espèce de posture adulte pour être vraiment bénéficiaire de ce cinéma. Mais exactement ce qui a été déjà dit le démontre que c'est faux. Et surtout, Marie-Pierre, toute ton activité de programmatrice, tu peux nous en parler, montrer quelque chose peut-être pour nous montrer comment le cinéma expérimental et le jeune public, et même le tout jeune public, est particulièrement intéressant comme lieu, espace de partage, de dialogue avec l'humain. Je vais faire une présentation assez rapide, juste un trait très spécifique d'abord, c'est que c'est pas des films qui sont faits pour les enfants, d'abord. C'est-à-dire c'est des films qui sont faits pour tout public, mais qui peuvent être montrés aux enfants. Je le sélectionne par sensibilité, voilà, pas de visa, pas de rating spécifique. Je les sélectionne avec ma sensibilité qui est un peu spéciale parce que j'ai des enfants et aussi parce que je suis hypersensible. Donc moi, je suis incapable en fait de voir un film d'1h30 ou une série sans être colonisée pendant 1 an et demi avec l'histoire, quoi. Donc, je travaille aussi sur des programmes que je peux faire. J'essaye donc, comme je disais, de montrer beaucoup de formes différentes. Et des fois, voilà, si ça m'arrive de mettre des films un peu plus contemplatifs, 8-10 minutes, par exemple, de la réalisatrice Outoran de Berlin, mais j'essaie quand même de contrebalancer par quelque chose qui est un peu moins raide. Des fois, les programmes commencent à 3 ans, donc c'est pas facile. Souvent, moi, je préfère quand même commencer à 5-6 ans. Mais je pense que... Et aussi, un dernier critère, avant de montrer des exemples, on va avoir 3 teasers.
je souhaite être dans une adresse, parce qu'il y a la médiation, qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, c'est-à-dire les familles, les accompagnateurs. C'est-à-dire, c'est quelque chose aussi que je pratique à côté, c'est comment transmettre aussi à partir des affects, à partir du ressenti, à partir, voilà, c'est peut-être pas très didactique, mais moi je suis artiste aussi, et ça, c'est une liberté que je me permets en étant dans cette posture d'artiste et également curatrice. Et des fois, cette adresse, elle n'est pas facile. Je veux dire, quand on a du 5-17 ans dans la salle, comment être dans une adresse qui marche pour tout le monde ? C'est, voilà. Mais peut-être on va voir trois petits teasers. Donc rapidement, c'est un teaser pour le CCCB, un programme sur la musique. Un teaser pour la saison au volcan, je ne l'ai pas édité, j'aurais peut-être mis d'autres films, mais ça vous donnera une idée, et une restitution de séance qui était pour les réseaux sociaux et qui montre aussi un atelier qui avait été animé par Braquage. Voilà, parce que, comme on a dit, c'est petit monde, quoi. Donc on peut regarder ça. Ça, c'était l'atelier Lanterne magique par Braquage. C'était une séance sur la BD et les images animées. Alors des fois, ça peut être un peu pointu. Je peux aller travailler sur le cadre. Là, pareil, tu étais intervenu, Sébastien. Des fois, ça va être vraiment la musique, la famille, des thèmes assez généralistes. Mais des fois, voilà, je peux montrer des films d'Éric Bulot, comme de McLaren, des choses connues, des choses, vraiment des vidéos, en fait, des fois, le problème en art, souvent aussi, c'est qu'il y a des vidéos qui ont été produites pour un centre d'art et qui ne sont vues qu'une fois. Et c'est vraiment, c'est bêta, quoi, parce que voilà, ça circule pas. En fait, la vidéo d'artiste actuelle, contemporaine, n'a pas de réseau de distribution, n'a pas d'écosystème, en fait, ou un écosystème qui est orienté différemment. Mais voilà, comme ça donne une idée. Des fois, c'est mieux de voir plutôt que de seulement en parler. Thomas, là, avec vous, l'activité du collectif, la question des publics aussi, on peut la faire exploser dans le sens, l'âge auquel vous vous adressez, c'est assez ouverte. Vous faites des appels à films pour des âges différents, peut-être on pourra en dire un mot. Et aussi, vous vous adressez à des publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'être exposés à aux formes artistiques, traditionnelles. Sont les publics voilà, les institutions parfois définissent il y a plusieurs définitions de la part des institutions, publics éloignés, marginalisés, empêchés parfois. Comment se place cette réflexion pour vous dans cette partie d'activité du collectif de la médiation par rapport à ça? En 2015, on a créé le pôle transmission qui s'occupe principalement de la médiation, programmation autour de jeunes publics et publics empêchés, ce qu'on appelle. On utilise cette expression. Donc c'est principalement des ateliers à visée d'enfants, maternelle, à partir de la maternelle en effet. Et aussi on intervient parfois dans des EHPAD, dans des centres de réclusion. C'est assez varié comme disons, champ d'action. C'est souvent dans les contextes scolaires, mais ça peut être aussi avec un public scolaire qui est amené dans la salle de cinéma. Et cette activité consiste surtout à programmer des films de votre fond? À programmer les films, les accompagner, parce que c'est toujours des séances avec accompagnement, avec explication, avec débat, et ça peut être aussi accompagné d'un atelier. Parfois, comme les ateliers qui font chez Braquage, ça peut être intervention, grattage, des formes simples qui peuvent être assez rapides à mettre en place et efficaces aussi, qui peut-être sont plus proches du cinéma d'animation, si on veut se comparer. Mais aussi, on ne se limite pas uniquement des formes historiques, disons, au cinéma expérimental fait avec la pellicule. Aujourd'hui, on a un catalogue qui intègre aussi beaucoup de films créés en numérique, ou de formes hybrides aussi. Commencer en pellicule et finir en argentique. Je dirais commencer en argentique et finir en numérique, et qui intègre aussi l'IA parfois. Aujourd'hui, on a beaucoup de films qui sont faits. Je ne sais plus l'expression exacte, c'est à partir de screen footage, à partir de capture d'écran.
Donc il y a beaucoup d'artistes qui travaillent autour de ça. Et ça permet aussi de rapprocher un peu les œuvres des pratiques de vie aussi, de quotidien, aussi bien des enfants que des gens âgés. Donc tout l'intérêt, c'est l'accompagnement et la présentation, et cette direction qu'on prend pour approcher les œuvres. C'est pour ça qu'on peut casser peut-être cette idée d'élitisme, d'un art, d'une expression qui est limitée à des centres d'art ou des musées, ou uniquement la salle de cinéma, parce que c'est quelque chose qui aussi peut être créé assez facilement avec des téléphones portables ou même avec les formes argentiques. Ça peut être fait avec très peu de moyens, même sans caméra, sans film aussi. Peut-être après, on reparlera peut-être aussi de vos appels à films amateurs, pour comment ça marche, qu'est-ce que ça donne. Mais avant d'arriver à ça, je voulais, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, tu m'as parlé pour parler de la réception de ces gestes que vous portez de votre activité, de votre collectif vers les publics. Quand je t'ai parlé je te demandais du coup la réception, comment tu vois la réception de ces initiatives et même les objets et en termes de programmation, mais d'ateliers auprès des publics, tous les publics que vous touchez. Quand je te questionnais par rapport à cette réception, tu me disais, effectivement, nous, on n'a aucun problème quand on arrive à porter notre démarche, notre initiative et notre proposition jusqu'au public, mais peut-être tu pourrais un peu développer. Mais le problème, c'est à faire arriver, par exemple, sous le temps scolaire, convaincre les institutions, l'établissement scolaire à nous inviter, à nous laisser la place pour proposer ces choses-là. Et du coup, je vais déjà vers un peu l'économie, l'industrie, l'institutionnalisation, l'économie de ce monde. Mais je ne veux pas faire un pas plus long, mais vu que je pense que ça vient de ça, tu l'as évoqué un peu en faisant en direct. Et du coup, je voulais que tu réagisses et tu expliques un peu par rapport à cette question de la réception, que tu trouves plus de difficultés de la réception dès l'institution, par exemple, éducation nationale, les écoles, établissements scolaires, que du public en tant que tel. C'est vrai, c'est pas toujours évident franchir le pas vers les institutions. On essaie de les approcher, mais comme la plupart des programmes sont, en fait, on peut proposer des programmes, mais ils doivent être choisis par les différentes institutions, les collèges, le lycée. On a beaucoup de mal à atteindre le lycée, justement. Peut-être parce que le programme des lycées est très, très dense à cause du baccalauréat, donc ils ont moins de temps libre dédié à ce type d'activité. Après, il y a beaucoup de dispositifs en Ile-de-France. C'est là qu'on a notre champ d'action principal, les CAC, le cinéma et art au collège, par exemple, dans lequel on peut interagir. Mais ça dépend aussi de comment les établissements ils vont choisir, comment les professeurs ils vont vraiment vers quelle direction ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont proposer aux enfants comme activité. On a différencié beaucoup nos propositions. On a eu des coopérateurs, coopératrices aussi parce que la plupart des personnes qui organisent les ateliers, c'est pas uniquement ma collègue, mais c'est aussi, on incite les membres de la coopérative de mener les ateliers. Donc c'est déjà des cinéastes, des artistes, et c'est eux qui s'occupent de ça, et on leur met à disposition notre catalogue de films. Par exemple, on a une intervention récemment à Mayotte aussi, d'un jeune cinéaste qui a intégré la coopérative l'année dernière. Et ça dépend aussi de comment on profile l'offre, disons, de l'année, parce qu'on essaie de travailler aussi autour de thèmes un peu précis qui accompagnent le festival. Donc ça peut être des ateliers autour de l'écologie, de la technocritique, des choses qui sont en résonance un peu avec, disons, programmation ou vision plus globale qu'on a sur le moment. Merci. On a déjà beaucoup parlé de programmation, de programmer les films, de les montrer. On a déjà aussi évoqué tout l'aspect pratique du cinéma expérimental, de la pédagogie et de la transmission. C'était dit beaucoup que le cinéma expérimental appelle énormément, presque énormément plus facilement le geste pratique et l'atelier, la dimension amateur. Je voudrais que, justement, Sébastien, peut-être tu peux nous montrer les exemples dont tu parlais tout à l'heure, si tu as envie, de
on peut basculer dans une partie de tableau sur la pratique, la dimension de prendre en main, et qu'est-ce que ça donne le travail sur le cinéma expérimental en cinéma d'un point de vue de la pratique et pas que de la réception, de la programmation. Tu peux regarder, moi j'ai amené 2 petits exemples d'ateliers, mais le temps que tu les charges, peut-être revenir sur ces histoires d'institutions. En tout cas, avec l'association Braquage, on sollicite pas du tout les structures. On cherche pas, on fait pas de démarche, en fait. On cherche pas à rentrer dans des dispositifs. C'est plutôt des structures qui nous proposent de faire des choses. Ils ont entendu parler, peut-être le bagage un peu de 25 années de travail, ça joue. Mais quoi qu'il en soit, puisqu'on n'a pas un site internet non plus très récemment, enfin depuis très peu de temps, il n'est pas tout à fait à jour. Bref, c'est pas là non plus que ça joue. On fait pas de démarchage ou quoi. Mais on sent qu'il y a une volonté d'enseignants, de dispositifs aussi, pourquoi pas de faire rentrer des pratiques un peu plus expérimentales dans le geste, enfin, avec des ateliers où les élèves participent vraiment à une création collective. Ça j'ai l'impression que ça tourne assez bien. Bon, les histoires de subventions et de fonctionnement de ces structures, on les connaît aujourd'hui, c'est quand même extrêmement difficile et on voit bien qu'en 2-3 ans, là, il y a quand même eu un certain nombre de structures qui fréquemment pouvaient faire appel à nous et qui arrêtent complètement en disant là, on peut plus faire venir que 2 ateliers sur l'année, on en avait 35 avant. C'est les histoires de subventions publiques et détails, tout ça, c'est compliqué. Peut-être qu'on en parlera. Mais en tout cas, voilà, on peut vous montrer peut-être deux petits films. Je peux commencer par lequel? C'est un atelier parents-enfants, celui-ci. Enfin, il y avait plutôt des ados, 10 ans, on va dire, et des parents, et puis des adultes individuels aussi. C'est un atelier juste d'intervention sur pellicule. Leur filmage est un peu en vrac. Voilà, on n'a pas fait de scan ou de numérisation à partir de ces films-là, parce qu'en plus, le plus souvent, quand c'est un atelier assez court, celui-ci va durer 2h30. C'est des ateliers où on redonne les morceaux de pellicule que chacun ont réalisé pour qu'ils repartent avec. Donc on n'a pas trace du film, si ce n'est la captation qu'on a faite vite fait à la fin de l'atelier pour projeter tout ça. Voilà, c'est juste une petite rapide proposition, pas nécessairement un thème sur 2h30 de travail. On peut l'avoir, que ce soit dans des cadres scolaires ou non. Là, il n'y a pas très longtemps, c'était pour des plus grands, c'était pour la journée du 13 décembre, la journée à cab, entre guillemets. On a fait un atelier Viens gratter ton keuf. Voilà, c'était que des images de flics. On vient gratter des images de flics qui disparaissent, c'était très bien. On a un truc comme ça, peut-être une amie voulait faire Viens gratter ta star le jour de l'ouverture de Cannes, pourquoi pas. Après, dans des scolaires, des lycées, on bosse un peu des fois avec des lycées qui sont en option bac et tout ça. Donc là, ils ont un peu des films au programme et on travaille ces questions-là aussi. L'un des films comme ça qu'on avait fait qui était assez chouette, c'est une année où ils avaient un documentaire qui était au programme du bac pour les options cinéma lourdes. Et l'enseignante me disait, voilà, on va travailler la question du réel, qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? Je dis, bah, on va faire un film de dessin sur pellicule. C'est le plus réel qui soit, en fait. C'est de la matière pure projetée, donc on va faire ça. Elle dit, ok, super, on y va. Et on est avancé comme ça avec des lycéens qui étaient un peu avec un bagage cinématographique un peu classique, mais qui se sont retrouvés confrontés à ça. Et du coup, on a adapté littéralement un texte d'une cinéaste qui est assez proche de l'association, qui s'appelle Valérie Massadian, et qui avait réfléchi à cette question du réel en écho avec la programmation du Festival du réel du Centre Pompidou à l'époque, enfin de la BPI. Elle avait fait un texte là-dessus qu'on lui a fait lire, et les élèves sont inspirés de ce texte pour faire un film de dessin grattage sur pellicule. Donc pas du tout de prise de vue, le rapport au réel étant celui de se confronter à des images réelles dans les mains, hein, matériellement on les tient dans les mains, et on gratte, on dessine, on peint dessus. C'est aussi une manière de questionner ce rapport-là au monde, et que le cinéma peut avoir avec la question du réel. On peut voir un deuxième film si tu veux bien. Là, c'est un film plutôt fait que avec des adultes, cette fois-ci pendant un festival en Angleterre, où avec une association amie qui s'occupe de montrer, valoriser le travail de la cinéaste franco-libanaise Jocelyne Sab. Il a été question dans l'association des amis de Jocelyne Sab de retrouver des éléments film en 16 mm qui sont des chutes voilà, dont on ne fera pas grand-chose, et de proposer lors de rétrospectives du travail de cette cinéaste présentée lors de festivals comme c'était le cas à Londres, de proposer à des participantes de venir faire du décollement d'émulsion. C'est la pratique que j'évoquais un peu tout à l'heure, qui est une pratique qui vient de cinéastes aussi, en particulier en France, Cécile Fontaine, qui a beaucoup travaillé cette question du décollement d'image, et qu'on propose, du coup, là, c'était une journée entière d'atelier où on passe des chutes, on montre un peu ce qu'il y a comme image, chacun s'en empare, et pratique à la fois différents types d'interventions, grattage, peinture, feutre et décollement d'image. Donc là, c'est aussi une manière de repenser la matérialité des choses, hein, des formes, et puis de créer des formes qui nécessairement peuvent un peu être envisagées au moment où on les crée. Hein. De grattage, on peut se dire en gros, ça va produire ça. C'est moins évident pour du décollement d'image. Qu'est-ce que ça va produire comme effet plastique ou comme transformation de l'image, mais en même temps, c'est aussi un geste assez politique de reprendre ces images, de les modifier. Surtout que là, on est parti d'un film que Jocelyne Sab avait réalisé sur la valorisation des danses égyptiennes, tourné en 85, à un moment où le gouvernement égyptien disait la danse, c'est l'érotisme, c'est interdit.
Voilà, donc elle fait ce film pour réagir à cette volonté politique, et nous, on reprend ce film pour questionner aussi, plastiquement, différemment ce film-là. Non pas questionner le film de Jocelyne en tant que tel, mais questionner le moment où elle y était, et justement cette modification que le gouvernement égyptien de 85 voulait faire subir à la culture classique de la danse en Égypte, quoi. Voilà, donc c'est quelques exemples d'ateliers comme ça qu'on propose. On en fait une quarantaine par an à peu près, hein, pour se rendre compte, plus ou moins. Ça peut être dans des dispositifs avec des classes dans lesquelles on intervient régulièrement. Ça peut être un atelier d'une heure, le temps d'un festival. Ça peut être, on essaie de faire pas moins d'une heure. Tous les trucs un peu genre salon où il faut être là pour faire accueillir des gens tout le temps, toute la journée, qui passent 10 minutes et qui font autre chose après. Ça, on essaye d'éviter le plus possible parce que j'en trouve ça vraiment pas très intéressant pédagogiquement. Donc on essaye de nous aussi trouver du plaisir à faire ces ateliers et pas remplir des cases par principe, quoi. Voilà, mais c'est une pratique, moi je trouve intéressante. Je voulais ajouter une petite chose. On fait aussi partie du réseau d'éducation populaire et ce qu'on aime bien aussi, c'est pas forcément intervenir uniquement dans le cadre scolaire ou institutionnel, mais aussi aller à la rencontre et chercher des lieux qui nous ressemblent dans l'esprit de la critique de certaines formes de création et aller vers de tiers-lieux ou d'autres associations avec lesquelles on peut avoir des liens et on peut construire ensemble des programmations ou des temps d'atelier. Merci de le préciser. Effectivement, c'était un aspect intéressant de votre activité que j'avais bien en tête. Et désolé si je n'avais pas fait ressortir dans ma question. Et moi, ce que je vois, c'est que le cinéma expérimental, travailler en éducation d'image avec le cinéma expérimental, c'est provoquer chez les personnes voilà, les publics, les jeunes, ou les pas jeunes, tous les publics, une sorte de désir de liberté de forme, assez incroyable. Voilà. Et ouvrir la liberté d'expression avec, justement, Thomas le disait, toi tu as montré voilà, totalement qu'on peut intervenir sur la pellicule, gratter, faire de la peinture. Thomas disait, mais c'est pas forcément que de l'argentique, on peut aujourd'hui aussi aller des formes du numérique. Donc c'est quand même cette invitation à être libre dans l'expressivité. Mais justement, c'est un geste qui s'accompagne, j'imagine. Justement, c'est pas quelque chose que les personnes, vu que qu'on accompagne avec ces gestes d'éducation d'image, vont naturellement, c'est pas une forme et même une liberté à laquelle on adhère naturellement, mais c'est justement tout un travail d'accompagnement. Et moi, je te demandais, Thomas, peut-être, je me demandais par rapport à votre appel à film, donc c'est peut-être pour répéter ces dispositifs, qu'est-ce que vous recevez, comment si déjà au moment d'appel à film que vous lancez, déjà vous retrouvez cette forme de liberté, ou justement c'est une forme de liberté expressive qui finalement voilà, qu'est-ce que vous cherchez quand vous faites vos appels à films et qu'est-ce que vous recevez par rapport aux jeunes, aux adolescents qui vous envoient les films? Pour les jeunes, on a 2 appels à films. C'est pour les mois de 15 ans et un autre pour les mois de 18, donc 15-18. Et c'est parfois très étonnant ce qu'on reçoit comme film, surtout par les mois de 15 ans. Ils sont affranchis des canons, d'une certaine désir de faire des choses qui ressemblent au vrai film, au cinéma dominant. Et on trouve beaucoup plus souvent chez les lycéens, chez le public 15-18, un désir de mimétisme avec le cinéma dominant. Forme plus narrative, ou même dans la façon de faire qui est très, très pro. Donc c'est très libératoire, vraiment voir ça chez les jeunes qui sont vraiment beaucoup plus libres et qui peuvent encore s'affranchir de ça. Juste, je rebondis parce qu'on se rend compte de la même chose beaucoup quand on fait des ateliers où on présente du matériel de cinéma qui est un espace qu'ils connaissent pas. Donc, tu parlais d'un espace de liberté pour la création cinématographique en péloche, par exemple, ce que nous on fait beaucoup. En fait, la liberté, elle est inhérente au fait même de leur proposer de travailler sur un support qu'ils connaissent pas du tout. Donc, c'est même pas, ils n'ont pas un désir de liberté ni d'expressivité. Ils ont juste un matériau dans lequel ils vont devoir s'investir, trouver une forme pour s'en accaparer et trouver un plaisir de geste, de compréhension, de quelque chose qui reste dans le cadre aussi d'un atelier qui, voilà, se veut pédagogique, que ce soit dans du scolaire ou du hors temps scolaire d'ailleurs. Mais juste, pardon, pour finir sur ce que disait, enfin reprendre ce que disait Thomas, très justement, on s'en rend compte aussi. Nous, on fait des ateliers avec des petites, 6 ans jusqu'à 13-14 ans. Ils adorent. Tu leur montres des films expérimentaux, ils sont là, waouh, étonnés, inquiétés, intrigués. Ils vont voir, ils posent des questions, ça leur rappelle des trucs, ils trouvent ça intéressant, joyeux ou autre. 15 ans, c'est fini.
15 ans, ils vont au cinéma avec leurs potes et plus avec les parents. Ils ont chacun des choix de films. Ils disent moi j'aime ça, et ça fait des bandes et ça fait des discussions de cinéphiles ou pas, mais ça fait des points de vue, des positionnements du cinéma qui n'est pas dans les codes de ce qu'eux ils sont en train de se construire entre 15 et 18, mettons plus ou moins, ou un peu plus tôt peut-être, hein, mais il y a vraiment la tranche, allez, quatrième, seconde, dure. Après première, il y a, si on aborde le cinéma expérimental du côté où c'est un peu arty, art plastique, c'est cool, ils y vont, ou ça fait penser à du surréaliste, j'aime bien et on y va. Voilà. Je fais très grossièrement, hein, mais et les plus petits ils sont là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça raconte rien, on s'en fout, on y va. Mais le moment où ils s'inventent des formes, des codes pour eux, de cinéphiles, de spectateurs bêtement de cinéma, de partage avec les copains et copines, là c'est plus. Alors, c'est peut-être ce qui se passe aussi dans les formes que vous recevez des 15-18, dans cette normativité relative qu'ils essayent de toucher par les propositions qu'ils vous font. J'aimerais bien parler de 3 films pour donner des exemples que j'ai vus dans les moins de 15 ans, parce que quand je suis à Paris, je vais voir la sélection des moins de 15 ans. 3 films, un dialogue de 15 minutes de poupées sur le communisme, la bourgeoisie, dans une maison de poupées et la fille qui parle et voilà. Oh madame, vous avez fait ça? Oui, mais je ne suis pas votre boniche. Je pars dans ma voiture, broum broum. Donc en fait, c'est le jeu des poupées, mais qui continue sur le support filmé. Un autre film que j'aime beaucoup et que je programme quand je peux, c'était un film qui a été fait par un enfant pendant l'été où il faisait vraiment très très chaud et en gros le film dure 1 minute et consiste à dire il fait très 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 chaud. Très, 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 très chaud. C'est un film super que je montre de temps en temps. Un autre film, c'est un enfant qui est en pyjama, qui fait du fond vert et qui glisse dans Minecraft. Il se réveille, il fait « Oh, je suis tombé dans le jeu !» Et là, il évolue dans le jeu. Et il se bat avec des creepers. Voilà, c'est juste pour donner 3 exemples assez concrets de films qui ont été faits par des moins de 15 ans. On a un film magnifique fait par une fille de 4 ans, dessiné à la main avec une petite histoire d'elle qui va acheter du pain. Et c'est très touchant, c'est très beau. Après, il y a des particularités. Il y a parfois des films qui sont faits dans des cadres d'atelier ou ailleurs. Ça peut être aussi que les parents sont pas avec un pied, soit dans l'art, soit dans le cinéma. C'est beaucoup question de contexte, mais pas uniquement. Parce qu'on voit que parfois, on reçoit des films qui sont faits vraiment avec rien du tout. Aucune notion, aucun préacquis, aucun formatage. Et c'est ça qui est vraiment très beau. Et Emmanuel, pardon, tu retrouves auprès de tes étudiants cette dimension c'est que le cinéma expérimental finalement devient un sujet de cinéphilie auprès de tes étudiants. C'est-à-dire que à partir d'un certain âge, où ce qui me semble ressortir que le cinéma expérimental, jusqu'à un certain temps, ça ne se pose justement même pas la question. C'est juste cet espace de liberté et les moyens qu'on a pour faire du cinéma, pour s'exprimer. Et au bout d'un moment, ça devient un objet de connaissance, donc de cinéphilie. Et je dis pas ça, pardon, peut-être le ton est mal choisi, je ne dis pas avec du mépris. Je fais l'histoire du cinéma, j'ai fait la fac, je me reconnais dans la définition de cinéphile, mais je voulais voir, je me demandais si justement, auprès de tes cours et tes étudiants, tu sens la notion de comment tu places cette question de la cinéphilie face à l'objet cinéma expérimental. Alors c'est vrai que par rapport aux tranches d'âge et au profil, donc vous avez très bien décrit voilà les difficultés qu'on peut rencontrer auprès d'un public jeune lycéen et puis par rapport à des publics enfants. L'étudiant de l'université, ça redevient plus facile, je dirais quand même s'il y a souvent certains arrivent. Pourquoi est-ce qu'ils s'inscrivent à ce cours sur le cinéma expérimental? Alors il y a ceux qui vraiment ont aucune idée de ce qui va se passer, donc qui ont une certaine curiosité, une envie de voir ce que ça peut recouvrir. D'autres ont déjà une petite culture où ils ont vu peut-être quelques films, ou alors peut-être ils s'en font une idée fausse. Certains peuvent associer expérimental à David Lynch, des choses comme ça, mais c'est intéressant aussi parce que, comme tu l'as dit, Sébastien, la question technique, la question du geste de création, elle est aussi elle n'est pas comme ça enfermée dans des catégories, ça circule. Donc voilà, il y a des cultures assez hétérogènes ou des gens qui arrivent pour des raisons assez différenciées. Et après ça, je trouve que c'est un public qui est en général assez réceptif à des ateliers comme ceux qu'on fait avec Braquage, avec Sébastien, qui conviendrait très bien aussi à des enfants de 5 ans, et ça marche. Donc ça, c'est ça qui peut être aussi plaisant avec les étudiants. Faire du grattage et de la peinture sur pellicule, ils prennent pas ça de haut en considérant que qu'est-ce
que c'est que cette pratique. Il y a une curiosité et un certain plaisir ludique aussi à ce que dans l'enceinte de l'université, il puisse se passer ça. Il y a aussi quelque chose de rafraîchissant, je pense, pour ça. Et puis en même temps, oui, il y a aussi la volonté peut-être de relier, pour moi, dans l'enseignement à une histoire du cinéma, à une réflexion qui peut être complexe sur les gestes. Alors, ça nous ramène en effet au pré-cinéma, à l'histoire des techniques, puisque le cinéma expérimental, c'est aussi beaucoup une histoire suppose aussi une certaine réflexion sur comment fonctionnent les outils. Parce que pour les faire fonctionner autrement, il faut aussi comprendre comment ils fonctionnent et voir par où on peut leur faire des choses que normalement on leur fait pas faire. Et donc là, il y a effectivement une forme d'expertise qu'ils acquièrent. Et ce que je trouve aussi très intéressant à partir de l'expérimental, par exemple à partir de Norman McLaren dont on parlait, c'est que on part d'un geste simple et qui avec l'idée d'une sorte de pauvreté des moyens, c'est-à-dire on n'a pas de caméra, mais avec de la pellicule, on peut gratter et peindre, mais on se rend compte qu'à partir de ce geste simple, se réinvente tout un vocabulaire complexe, c'est-à-dire des outils, parce qu'on peut peindre avec un pinceau, on peut pulvériser, et de même qu'on peut gratter de différentes façons, et puis appuyer de différentes façons, et puis rythmer de différentes façons. Donc en réalité, il y a toute une complexité qui se reconstruit. Et voilà, et donc c'est aussi ça, je dirais, l'enjeu qu'on peut développer avec un public d'étudiants. Et de même qu'il y a une question qui, à mon avis, traverse aussi tout l'enseignement à l'université, c'est comment nommer aussi les choses. C'est-à-dire qu'ils apprennent un vocabulaire, ils peuvent être un peu familiarisés avec la façon de nommer certaines formes, et là, d'un seul coup, les mots sont à réinventer. Il faut retrouver un répertoire de mots pour décrire des effets, des formes, et c'est aussi ça qui, à mon avis, peut être intéressant pour eux comme apprentissage. Merci. Avant de laisser la parole un peu à la salle, je voudrais, mais bien sûr, si il y a d'autres interventions entre-temps, pour rebondir sur des aspects, n'hésitez pas. Je vais passer à la dernière partie de théorique, on pourrait dire, de cette séance. Justement, qui n'est pas du théorique, à aller sur le côté économie et institution de cet univers, cet écosystème. Ici, vous représentez les trois intervenants professionnels, laissez-moi ce mot, représentent trois réalités différentes, même de travail différents. Marie-Pierre est une indépendante, programmatrice indépendante. Thomas représente un collectif de cinéastes et une coopérative. Et Sébastien est cofondateur d'une association. Déjà, voilà, il y a trois définitions, trois réalités différentes. Comment fonctionne du coup ce travail? Bon, ça a été un peu dit. La question... on a aussi ici, je ne l'ai pas dit en intro, d'ailleurs on la remercie, Lisa Emet du Centre national plastique, du CNAP, avec laquelle d'ailleurs cette séance a pu se faire en partenariat avec le soutien. Donc merci, désolé Lisa, j'ai oublié de te citer en intro, juste par le stress, je pense, mais je vais le redire en conclusion. Et, existe quand même une institution nationale qui est le CNAP, qui a un rôle, peut-être que Lisa, tu pourras intervenir, on peut dire de production intellectuelle, de suivi de tout ce monde aussi de cinéma expérimental. Mais j'ai l'impression que vos activités, souvent aussi sur la partie intervention, se font en complémentarité ou même en dehors des schémas institutionnels, si j'ai bien compris. C'est très en autonomie, on pourrait dire. Et voilà, ma question c'est... presque bricolé, j'ai envie de dire. Nous, je reviens là à la position de l'archipel sur les dispositifs institutionnels, le temps scolaire, ce dispositif très, on pourrait dire, au contraire, très réglementé, très parfois rigide, laissez-moi le mot, parce qu'ils sont très reconnus, très établis. Et donc, c'est presque une jalousie, avec jalousie que je pose cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être dans votre... Quel est l'écosystème économique sous lequel tout ça se repose? Si c'est juste une source de stress, de précarité, ou si c'est aussi une forme de liberté, ça a été dit, d'invention, de possibilités, que l'institutionnalisation excessive peut-être empêcherait. C'est un peu une question ouverte et sans vouloir, vous comprenez, on est très franc dans cette discussion, donc aucun problème,
rien à défendre ni à... Ah ouais. En fait, il y a deux économies. Effectivement, il y a l'économie d'être indépendante. Donc, comme je disais, Covid, indépendante, 90% des projets qui s'annulent. Ce qui est bien, ça me provoque de l'angoisse et je crée des projets. Donc, en soi, c'est pas complètement négatif. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être un peu en creux. Mais en fait, là où je suis assez fière et contente, c'est que j'ai créé une économie qui n'existait pas, c'est-à-dire qui est complémentaire à ce qui est existant. Concrètement, ça veut dire que parfois, sur des structures ou à des artistes, je donne entre 500 et 1000 euros de droits par an, quoi. C'est pas rien, en fait, sur des films qui sont déjà produits. En général, les films sont autoproduits, ça crée une économie, et en fait, ça consolide aussi le fait que faire des films, des fois, les parcours des films peuvent être longs. Je repense aussi à cette réalisatrice allemande, Ute Oran, qui a tous ses droits. Voilà, maintenant ces films sont plus montrés. Il y a quand même aussi une autonomie de production qui existe. Et finalement, mes programmes qui n'existaient pas vraiment avant, même si des fois il y a des initiatives qui existaient aussi en art contemporain, en art plastique, ça participe à une structuration à son petit niveau du secteur. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui se dit j'ai peut-être envie de faire une vidéo d'1 ou 2 minutes. Peut-être que Marie-Pierre va la programmer, que ça va circuler. Je vais peut-être la faire plutôt que de la laisser en idée dans le carnet. Donc ça veut dire quelque part, ça participe aussi à une vitalisation des pratiques. Donc voilà, il y a cet aspect d'économie. Après, il y a une économie, comme je l'ai dit aussi, énergétique. Moi, j'ai l'impression que je présente autant des films qu'un métier, ou une manière d'inventer son métier quand je présente des séances, quoi. Alors, ça ne va pas parler aux 3 ans, mais c'est d'arriver en disant, en gros, voilà, j'ai un amateurat, j'ai un goût, j'ai une passion, et je vais en parler avec vous, avec mon cœur, avec comme on a dit, le goût. Et aussi, pour ça, en fait, je vais quand même rapporter une petite expérience. J'ai un ami allemand qui a une 60aine d'années, et il était au collège, et il voulait faire de l'art. Mais il ne savait pas dessiner et il a eu beaucoup de chance parce que son prof d'art plastique, en fait, 60 ans, il est né dans les début des années 60, son prof avait assisté au cours ouvert de Joseph Beuys à l'Académie des Arts de Düsseldorf. Et donc, son prof de campagne avait assisté à Joseph Beuys qui disait « on ouvre tout », on va faire un peu les choses différemment. En fait, il a transmis une énergie, une énergétique. Et cette énergétique s'est transmise sur ce professeur et à mon ami Andreas. Et donc, quand Andreas a dit « je veux faire de l'art, mais je ne suis pas bon », le professeur a juste dit, en fait, pour faire de l'art ou pour faire partie de l'art, on n'est pas obligé de dessiner. On peut très bien faire partie en écrivant dessus, en promouvant, en organisant. C'est aussi faire de l'art. Donc, moi, cette notion-là, elle est... ça participe aux élans, quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas prendre chez tout le monde, c'est pas grave, mais ça fait du bien aussi des fois quand dans un parcours on est en contact avec quelqu'un qui a une petite énergie spéciale, quoi. J'expérimente quand même aussi beaucoup. Enfin, c'est comme une pratique, cette programmation, parce qu'en fait, j'ajuste. Je suis contente aussi de bénéficier quand même de soutien, des petits soutiens post-cura du CNAP, parce que le problème quand on est dans des initiatives DIY, une nouvelle fois, bricolée, indépendante, qui se joue sur l'envie, c'est que cette énergie, elle peut s'épuiser. En général, alors je vais faire un peu comme certaines personnes du jeune public, mais cette dynamique en général du DIY, j'appelle ça le travail de l'amour quelque part, the work of love, ça dure 6-7 ans. Et là, il y a les jeunes qui font comme ça, 6-7. Donc, en fait, aussi, cette énergie, elle peut s'épuiser. Donc, à un moment donné, en fait, de repérer, de m'être senti repérée dans cet effort de programmation, aussi par des structures comme le CNAP ou d'autres structures, aussi le Volcan qui continue à m'accompagner un peu financièrement sur des projets, ça me consolide dans cette pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, parce que cette énergie, je sais pas, Sébastien, toi, tu es là dans Braquage depuis longtemps, mais peut-être que Francesca, qu'on a vu, elle est là aussi depuis longtemps, mais tu connais ces cycles d'énergie, quoi. À un moment donné, on ne peut pas juste donner, tenir. Il y a quelque chose qui s'épuise. Donc, voilà, il y a cette circulation quand même avec l'institution, la structuration qui joue. Et aussi sur cette question de l'énergétique, je vais citer Jonathan Poutier, que j'ai lu, donc est programmateur au Centre Pompidou, qui, dans la revue documentaire, il y a un numéro super qui s'appelle Programmer, sur les programmations.
Et pour lui, il disait en fait que programmer, c'est une manière d'écrire et de penser. C'est-à-dire aussi, comme de la même manière qu'un film est en fait une séquence, hein, c'est une mise en ordre, c'est un montage, une programmation aussi est un montage. Si on met un film sur une notion juste après une autre, ça n'a pas forcément le même sens que si c'était mis autrement. Et aussi, pour moi, je suis dans un enjeu très spécifique parce que je vis à l'étranger. Et en fait, j'adorerais tout le temps m'exprimer en français sur les idées, mais c'est pas possible. Et j'ai pas la finesse en anglais, en allemand, dans d'autres langues de porter mes idées. Et en fait, c'est comment être dans un objet qui est très portatif. Alors moi, à la différence de vos pratiques, j'ai aucun souci avec le digital. Enfin, j'y vais quoi. C'est mon support. C'est pratique. Ça va partout. Un programme peut être diffusé à 2 endroits en même temps. Et en fait, cette portabilité, c'est une sorte d'enchâssement qui permet une multiplication. Alors, pas une multiplication de qualité, pas une multiplication sur vraiment la technique, hein, l'archéologie des médias, tout ça. Mais par contre, c'est de se dire c'est un premier contact. Voilà. Donc, il y a cette économie, finalement, qui peut aller de partout. Comme j'ai dit, il y a eu Boston, là, en Allemagne... donc voilà un petit peu les pistes ou les axes pour moi économiquement, mais dans tous les sens. Donc le collectif Jeune Cinéma est plutôt une association qu'une coopérative, mais nous on aime bien cette idée de coopérative. J'ai lu coopérative dans votre site. Hein. Oui, okay. oui, coopérative de distribution. Mais légalement on est en association loi 1900. Donc on est très dépendant des subventions publiques. Parce qu'on a une activité non commerciale de distribution qui se passe principalement énormément, ça se passe dans des lieux d'exposition, donc musées, galeries, centres d'art, dans les salles de cinéma aussi, mais plutôt au réseau alternatif, pas forcément sous billetterie CNC, voire pas du tout. Donc on est vraiment un peu à la marge de tout ça, même si voilà, CCCB, Barcelone, d'autres centres artistiques et culturels nous louent très souvent les films. Et après, on a aussi des ventes de droits pour des chaînes télé, ça peut être aussi pour des médiathèques, pour des films, pour la réutilisation de certaines choses. Mais on a une dépendance de la subvention. Donc avant, on était, jusqu'à l'année dernière, on était au CNC dans la partie film peu diffusé, œuvres peu diffusées, et depuis l'année dernière, on passait au patrimoine. Donc on a ressenti qu'il y a un vrai désir de nous accompagner un peu plus à cause de notre catalogue un peu historique aussi. On a quelques réunions avec eux, beaucoup de conseils, de propositions aussi, comment s'organiser. Parce que ce passage historique, disons un peu de l'argentique vers le numérique, est très important pour nous aussi. On a une collection importante, comme j'ai dit, depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, et il y a au moins 40 ans de cinéma, voire plus, qui est complètement en pellicule, qui est numérisé progressivement, mais qui est aussi cher à distribuer, à maintenir, parce qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir les ordinateurs qui vont avec, il faut avoir le stockage, le logiciel, et c'est pas négligeant tout cette passage. Aussi les frais d'envoi sont augmentés pour les copies, donc on loue beaucoup moins de copies argentiques aujourd'hui. 90% de la distribution se passe par le numérique, le TCP ou les fichiers numériques. Donc il faut aussi des gens qui soient formés, qui ont les compétences techniques pour ça, même pour entretenir un réseau interne informatique. Donc c'est plus en plus compliqué pour nous, en tant que petite structure avec 2 salariés, de garder une dynamique et être à jour de ce qui se passe et pouvoir travailler correctement. L'autre particularité, c'est qu'on déverse 70% des recettes aux personnes qui ont déposé les films chez nous. Donc il y a très peu d'argent qui reste aussi pour la structure, d'où la nécessité d'avoir des subventions aussi. Donc on n'a vraiment pas une activité commerciale du tout. Et pareil, les ateliers qu'on organise, soit sont gratuits, soit sont on essaie juste de faire payer les droits de distribution. Et en plus, on est dans un contexte de baisse de subventions depuis l'année dernière qui
n'est pas toujours évident à gérer. Et je parlais beaucoup de côté patrimoine, mais en même temps, on est assez ouvert vers l'innovation, vers les formes nouvelles, contemporaines. On accompagne aussi cette année un artiste avec une bourse de la région. Donc on a deux pendants un peu ça se voit aussi un peu dans les séances régulières qu'on organise. Ça peut être des séances très contemporaines comme cinéma de patrimoine. On a prévu en mars une programmation autour de Maurice Lemaître et de lettrisme, parce qu'il a un anniversaire aussi, et c'était très important pour le collectif Jeune Cinéma. Donc voilà, on est vraiment dans l'évolution du temps, et on essaye aussi de quand même rester cohérent aussi avec certains idéaux, mais il faudra certainement évoluer pour essayer de trouver aussi d'autres fonds, d'autres façons de financer l'activité. Sébastien, en plus, on parle d'idéaux, je pense que ça te parle, oui, la vision politique aussi par rapport à ça. Oui, ce que je disais un peu tout à l'heure, en tout cas économiquement parlant, l'association, ça reste une association sans subvention. Donc j'évoquais un peu le fait qu'on soit sollicité par des structures qui, elles, débloquent de l'argent pour pouvoir nous accueillir sur des projets. Donc ça, c'est chouette. C'est pour l'instant la manière qu'on a eu de pouvoir tenir l'association. Ce sera peut-être pas toujours le cas, parce que on a toujours considéré depuis la création de cet asso, avec les différentes personnes qui s'y sont impliquées, d'essayer d'envisager Braquage comme un outil pour les unes les uns les autres, les uns les unes voulant faire plutôt de la programmation, plutôt développer des liens avec des cinéastes, plutôt essayer d'aller voyager, parce que Braquage, ça rime aussi avec voyage, donc faisons ça. Et puis d'autres qui voulaient plutôt essayer de développer des pratiques de pédagogie, d'écriture, de choses comme ça. Donc chacun se sert, entre guillemets, des possibilités que l'association peut offrir. Même aujourd'hui, sur une quinzaine de personnes, il y en a qui sont vraiment dédiés à essentiellement la projection, c'est ça qui les intéresse, d'autres plutôt sur de la programmation, d'autres plutôt sur des ateliers, d'autres plutôt donner un coup de main, installer, transporter, faire du transport de copies, etc. Donc voilà, chacun trouve une place là-dedans. Jusqu'à présent, personne s'est dit dans l'association depuis 25 ans, super, je vais rentrer dans cet asso et je vais m'occuper de chercher des sous. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas demandé, c'est qu'on n'en a pas parce qu'on n'en demande pas et parce que personne ne peut faire ça. Là, ça va peut-être bouger, parce que l'un des membres de l'association est en fin de droit de chômage et tout. Ça peut être un moment pour lui d'avoir un outil pour un moment combler une période un peu difficile et de s'investir autrement dans l'association en cherchant peut-être des aides et démultiplier les activités. Donc voilà, ça reste un outil de cet ordre-là. Nous, on a fait ce choix qui est vraiment un choix quand même de réfléchir au fait d'avoir des sous ou pas, des salariés ou non, en se disant que non, on n'avait pas nécessairement besoin de ça. Ça évite justement ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui et d'autres fois depuis 25 ans, c'est les subventions, ça commence à être dur et ceci, ça fragilise des choses. Donc voilà, l'asso sera fragilisé quand plus personne voudra essayer de mettre en place des programmations et ceci et cela. Mais pas pour des raisons extérieures à tout ça. Alors c'est périlleux, c'est fragile. Il y a des fois, on a des cinéastes qu'on aimerait bien essayer de faire venir et puis on leur dit, on peut même pas te payer le billet de train depuis Tours parce qu'on n'a vraiment pas d'argent. Et il dit, oui, ils viennent ou pas. Et après, s'ils viennent, c'est super. Et puis voilà, donc on fait ça. Mais celles qu'on invite, ils connaissent un peu ce régime-là, en tout cas économique. Mais je voulais peut-être juste rebondir aussi sur ce que disait un peu Thomas par rapport à cette histoire de patrimonial, justement, et sur l'aspect des institutions par rapport à ces pratiques de cinéma, qu'elles soient anciennes ou récentes d'ailleurs. Mais moi, j'ai l'impression que comme toi, tu travailles à l'Archipel aussi, ça peut être un moment, l'Archipel des Lucioles, un moment où on peut se poser ce genre de questions. C'est qu'on se dit beaucoup, ce cinéma, oui, à un moment, il faut le faire, faut qu'on puisse le montrer un peu plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a en France un poids très fort de tout ce qui peut être organisation des dispositifs d'accessibilité aux films dans les écoles et autres, enfin écoles, collèges et lycées. Différentes structures gèrent ce genre de choses. Des programmes sont proposés aux enseignants, enseignantes pour que des élèves puissent aller voir ça. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un endroit où on pourrait montrer plus de pratiques ouvertes, ce que évoquait Emmanuel, pas nécessairement du pur cinéma expérimental, du Hollis Phantom ou du Charitz, mais déjà un programme Norman McLaren, c'est super, mais pourquoi pas envisager aussi dans des programmes de court-métrage le fait que, je sais pas, je crois qu'il y a un programme sur la danse qui se monte et montrer 1, 2, 3 films qui viendraient de l'obédience du cinéma expérimental, ça ferait changer l'économie de ces films-là aussi, ou des distributeurs de ces films, l'air de rien. Ça ferait une visibilité de ces films-là. Peut-être qu'on n'ose pas trop le faire, je sais pas, en se disant les enseignants, déjà, ils ont plus de formation au cinéma du tout, ils sont perdus des fois rien qu'avec des choses hyper simples. Donc là, ils seront là, waouh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'ils peuvent être pas moins perdu devant un film de Pascal Baez distribué par Cinédoc de danse
que devant un film qui se passe en Afghanistan sur des problèmes dans une communauté particulière et qui sont sociétaux et dont on dit ça, on va en parler parce que c'est bien, c'est politique, ça fait réagir les enfants et ça leur montre des enfants dans un autre pays. Pour les profs, je pense que les deux peuvent être assez équivalents et je me posais la question, voilà, est-ce que c'est envisageable aussi dans des structures qui ont déjà un point important et qui font un travail extrêmement riche et extrêmement nécessaire de présentation des films, ces pratiques-là pourraient avoir une présence ou non un peu plus grande éventuellement. Tu prêches avec des convaincus, dans le sens que nous, à l'Archipel, on est très convaincus, et c'est aussi pour ça qu'on a été très, très heureux d'organiser cette table ronde, parce qu'on croit fortement à la place de cette forme de cinéma, cette histoire du cinéma que vous représentez dans les dispositifs scolaires aussi, autour de notre scolaire, dire, dans les dispositifs accompagnés par l'institution, totalement. Il y a multiples raisons pour lesquelles donc c'est pas du côté de l'Archipel, des organisations nationales qui n'y a pas une conviction. Non, mais on pourrait parler des difficultés, peut-être à table en continuant notre discussion. Je te raconterai d'où ça vient, mais je dirais, bon, c'est inhérent à la difficulté d'intégrer les courts-métrages, la forme courte dans les dispositifs, déjà, mais qui a toute une difficulté en tant que telle. Mais en plus, j'ajoute un autre élément de réponse avant de laisser la place à la salle. Comme tu l'as évoqué, la peur des enseignants de pouvoir, donc dans un programme de court-métrage, devoir se former à 5 films et pas un seul, avec le manque de temps que les enseignants sont d'avoir, et la réalité c'est qu'ils ont de moins en moins de temps de se former à la compagnie d'éducation au cinéma. Ça, c'est une vraie problématique auquel nous, justement, on crée de la ressource, on crée de la réflexion, on est là aussi pour ça, on crée du plaidoyer, on peut dire, intellectuel, politique, et cette séance naît aussi pour ça, parce que justement, cette discussion s'est envoyée à tous nos réseaux, à toutes nos coordinations, à toutes les personnes qui pensent ces dispositifs, et aussi aux institutions qui sont en charge de ces dispositifs, pour justement faire une forme de plaidoyer intellectuel vers ce cinéma et vers ces formes. Essayer de l'aider un peu de ça, mais on continuera à discuter de ça, si tu veux, en table. Et je laisse la parole aussi pour ces 10 dernières minutes. Désolé, on était un peu long à la salle. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou 2 questions, c'est libre. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Grégoire et je suis parmi d'autres choses mais étudiant au master 2 didactique de l'image ici. Et merci pour vos interventions, vos prises de parole, parce que je vous avoue que c'est un sujet que je connais en fait très peu, voire pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir compris mais comme ça, je vérifie si j'ai bien compris, que en fait la pratique du cinéma entre guillemets expérimental était corrélée à une technique au sens plutôt argentique, avec un geste, etc. Même si vous avez évoqué le numérique aussi. Et justement, moi, je me posais la question dans le fait que les publics aujourd'hui, dans les ateliers d'éducation aux images, que ce soit d'ailleurs des jeunes ou pas forcément, sont plutôt friands de l'utilisation du numérique de par leur téléphone portable, etc. et en ont déjà une utilisation quotidienne. Est-ce que et comment est-ce que vous travaillez un peu l'articulation pédagogique autour de cet état de fait qui est que l'analogique, c'est quelque chose d'un peu lointain pour la plupart des gens aujourd'hui, et de se dire par rapport à l'usage qu'ils ont du numérique, comment est-ce qu'on peut les amener à découvrir, pratiquer l'analogique, que je trouve étant d'ailleurs une pratique fort intéressante. Voilà, merci. Très simplement, pour moi en tout cas, cinéma expérimental, c'est une pratique liée à la pellicule, à l'argentique, parce que c'est du cinéma. Après, il y a de la vidéo et du numérique et tout ça, et c'est très beau. Nommer les choses, Emmanuel l'évoquait, c'est important aussi. Que des enfants se disent « Ah, j'ai fait un film de cinéma avec un téléphone ». Pour moi, c'est une question qui se pose. Et j'aime bien leur rappeler juste, et pas dire « Non, c'est pas ça ». Dire bah, là, il y a un autre mot pour ça, il y a d'autres pratiques, il y a d'autres gestes. Qu'après les ateliers avec des enfants qui vont toucher de la pellicule 16, ils vont pas refaire ça chez eux en rentrant. Ils vont reprendre leur téléphone et faire un film avec ça. En tout cas, quelque chose qui va les intéresser, les intriguer avec l'outil qu'ils ont là. Peut-être que par contre, ce qui va rester plus ou moins, c'est un outil égale une possibilité, il y a une pratique, il y a une technique, un mode de réflexion, une temporalité et une relation à la création. Voilà. Et ça me paraît intéressant de dire que ce possible-là, il est vaste, en fait. Et peut-être, oui, ils vont faire qu'une fois en classe dans leur vie, 2h30 d'atelier où ils vont gratter sur de la péloche et ils n'ont plus jamais devant eux un projecteur de pellicule. Ce qu'on amène, nous, en atelier pour qu'ils regardent le film qu'ils ont réalisé en fin de session. C'est comme ça. S'ils en ont envie, il y a des moyens, des possibilités possibles. Et puis, il faut qu'ils cherchent un peu, il faut qu'ils se positionnent, il faut qu'ils réfléchissent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est vrai que nous, dans Braquage, on essaie de se spécifier vraiment sur ce côté, pas nécessairement patrimonial, mais aussi dire,
ils sont parfois très étonnés, de dire, oh, mais c'est vieux cette machine, ouais, ça a 50 ans. Et ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Ton téléphone, peut-être dans 2 ans, il marchera plus. Donc cette obsolescence-là aussi, ça fait partie des gestes politiques, je pense qu'ils sont défendus aussi au collectif Jeune Cinéma sur d'autres principes, etc. Sur cette manière de dire, en fait, les possibilités, l'ouvroir possible, il est très grand, très vaste, et aujourd'hui, il y a d'autres possibilités, d'autres démarches qui sont ce qu'elles sont, mais même le fait d'expérimenter avec une caméra qui a 10, 15, 20, 30 ans, et se dire, tiens, à un moment, il y a un truc qui marche plus, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc qui marche plus? Ça ne m'empêche pas de travailler. Ma caméra, elle tourne plus du tout à 24, elle tourne que à 48 images secondes. Bah, je vais faire des films que à 48 images secondes, et elle tourne toujours quand même. Mon téléphone portable, dans 3 ans, il marchera plus. Et j'en aurai un autre, il faudra que je reapprenne à m'en servir. Je pourrai jamais l'utiliser en tant que... difficilement l'utiliser peut-être en tant qu'objet d'expérimentation, parce qu'il dure pas. Et l'expérimentation, ça peut se passer par là aussi, pas seulement, mais aussi. Au CGC, on est un peu moins attaché à cette forme historique ou peut-être la définition de l'expérimental comme uniquement cinéma fait avec la pellicule. Parce que déjà, les dernières années, on a grandi notre catalogue, on l'alimente avec le festival et une grosse partie des films qu'on reçoit, c'est vraiment la création contemporaine. Et il y a, par exemple, des films des dernières années qui sont faits aussi avec l'IA. Et on n'a pas trop de problèmes. Bien sûr, c'est important comment ces films sont faits, quelle est leur position, hein, parce qu'ils s'intéressent aussi à la position politique des personnes qui nous soumettent les films. Quel est le rapport à la technique? C'est pour ça que l'année dernière, le thème de festival, le thème de focus, c'était la technocritique. Mais on est conscient qu'il y a une évolution dans le médium, dans l'esthétique, de l'expérimental. Et donc, on essaie de suivre ça. On essaie de suivre au maximum à travers justement le festival, à travers les séances qu'on organise. On essaie de proposer aussi des nouvelles formes, parce que c'est évolutif. Mais on peut entre les deux. Bien sûr, on a un côté patrimonial, mais on a aussi un côté nouvelle création, jeune création. Déjà le nom, bon, ça date de 71, mais voilà, ça évolue. Et c'est pour ça aussi que je parlais de cette jeune artiste qu'on essaie d'accompagner dans son création d'une œuvre qui est très hybride, qui n'est pas vraiment du cinéma, mais entre les jeux vidéo. Et donc, on s'intéresse aussi à ça. On reçoit aussi des films qui sont faits pour des installations, pour l'utilisation des écrans augmentés. Donc, on se pose la question de créer des situations pour montrer ce type d'œuvres aussi, qui ne sont pas inintéressantes, qui pourraient avoir une place aussi. Mais on perd là la question du partage de la salle et tout ça. Donc il y a constamment des questions qui se soulèvent, mais qui sont surtout générées par l'évolution technique et sociétale. Alors, de mon côté, comme j'ai dit, hein, c'est surtout numérique. Alors, des fois, c'est aussi c'est des transcriptions. Hein, c'était argentique au départ. Ce qui est intéressant, j'ai eu pas mal de classes de collège à un moment donné. Et, par exemple, il y en a plein qui connaissent CapCut. Donc, en fait, l'invitation, pour moi, était plutôt à découpler les likes et la réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a, surtout quand on va vers 16 ans, qui sont déjà sur Instagram. Genre, j'étais en Dordogne, j'avais une classe voilà, qui était de 2 heures de Périgueux, et il y avait l'influenceuse de l'extrême, quoi, et qui a déjà vraiment des gros hits de like, quoi, 10K plus. Et en fait, c'est comment... le problème, c'est qu'on n'a pas envie de faire un film, s'il n'est pas vu, on en parle hein, depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné, si on n'a pas connaissance d'un réseau, ça influence aussi quand même les formats de réalisation, vertical, le reel. Donc, j'ai juste dit, n'oubliez pas, il y a des le festival Jeune Cinéma existe. Pourquoi pas penser horizontal et découpler des likes et pas le partager tout de suite, parce qu'en fait, j'ai dit, quand vous le partagez tout de suite, 24 heures après, en fait, c'est enterré, quoi. Alors que vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Donc, c'est plus... voilà, moi, quand je parle avec des ados, ça va plus se jouer là, sur le découplage. Mais c'est pas évident, parce qu'en fait, on est tellement dans un système de dopamine. Tu as la dopamine, hein, le circuit doit être hyper court, quoi. Et c'est pas évident d'être dans ce temps d'attente...
Après, ça peut se partager quand même. En fait, aussi, moi, ce que je vois à Berlin, dans l'entourage de mon fils qui est ado, c'est qu'il peut y avoir aussi une très, très grande sensibilité aux traces numériques qu'on laisse, c'est-à-dire anonymat sur Internet, faire attention, lire toutes les conditions, voilà. Donc là, là, c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire il y en a qui, enfin, il y a des partages de films qui se font que sur du WhatsApp, quoi, juste pour les copains, la famille. Donc c'est des pratiques, on est encore un peu comme ça, mais ce découplage des likes pour les grands ados, c'est un point un peu stratégique pour ce qui concerne la création des jeunes, pour moi. Non, j'avais envie de réagir aussi sur cette question de l'argentique numérique, parce que il y a une question aussi, c'est comment ça marche, c'est-à-dire ils font facilement des images avec un téléphone portable, mais comment ça marche un téléphone portable? Bon, ben on ne sait pas expliquer. Et enfin, sauf si on a un savoir d'ingénieur, ça change tout de suite le registre. Même la vidéo, et c'est aussi pour ça que parler de la vidéo des premiers temps, c'est aussi plus compliqué, parce que comment ça marche, on peut encore un peu plus expliquer. Mais là, il faut quand même parler de canon à électrons, de conductivité, de conversion d'un signal électrique en faisceau lumineux et l'inverse. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. Avec l'argentique, on arrive encore à cette prise-là où on peut comprendre, regarder la machine, ouvrir dedans, parce que ouvrir un téléphone portable, on peut pas. Enfin, voilà. Alors qu'on peut amener un projecteur, regarder dedans, comprendre le cheminement de la. Donc il y a un autre rapport quand même aux instruments qui est réveillé par ces outils-là et qui fait qu'on peut, certes, on peut expérimenter des choses avec le téléphone portable, mais en fait, on n'a plus affaire dans le monde moderne qu'à des interfaces. On n'a pas affaire aux choses techniques. On ne sait pas comment ça marche. Voilà. S'il y a une autre question, oui, une dernière question. Bonsoir, merci beaucoup pour cette table ronde très enrichissante. Moi, je suis docteur en cinéma, je suis affiliée à l'UPJV d'Amiens et je suis plutôt sur la question de l'animation, l'esthétique de l'animation. Donc, je suis venue pour cette table ronde aussi par rapport à ça, puisque dans mon cours, je leur présente notamment surtout de la gravure, peinture sur pellicule, Norman McLaren, Lanley, mais aussi l'écran d'épingle. Voilà. Et à chaque fois, face à mes étudiants, j'ai deux réactions qui sont des étudiants d'une vingtaine d'années. J'ai d'une part comment c'est réalisé. Donc là, il y a le rapport à la technique très bluffant. Donc, moi, je ne suis pas praticienne, mais il y a beaucoup de documentaires sur le sujet. Donc, ça me permet de les immerger un petit peu dans ce concret-là. Et par contre, je me rends compte que l'autre question en face, c'est comment analyser. Donc, vous en avez parlé. Et c'est une question qui me travaille parce que je me suis rendu compte que le rationnel, ou en tout cas l'idée d'un film, ça doit raconter une histoire, est encore très, très ancré. Souvent, j'essaye de leur donner des idées, comme vous l'avez dit, Monsieur Ciotti, avec un vocabulaire qui soit beaucoup plus hybride, comme c'est le cas dans l'animation. Mais je me demandais comment vous, dans vos pratiques respectives, vous pouvez inciter les publics que vous avez à voir autrement, à fuir un petit peu ce rationnel, cette idée d'identifier les formes, de savoir comment elles vont raconter une histoire, en fait, aller vers d'autres formes d'association et de compréhension en fait du film. Voilà, parce que je suis preneuse d'idées, bien sûr, mais aussi voilà comment est-ce que vous êtes aussi confronté à ça dans vos pratiques également. Merci beaucoup en tout cas. Oui, par rapport au récit, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'attractivité chez les étudiants, c'est raconter une histoire, il y a aussi le message. Mais en réalité, je pense qu'ils sont déjà familiers, sans le savoir, de certaines formes qui ne sont pas de ce registre-là. Comme ils peuvent, par exemple, tenir un journal intime ou écrire ou même pas forcément, mais écrire à plat des impressions autour d'une sensation qu'ils ont eue, ou alors même faire des croquis. Enfin, donc il y a tout un ensemble de pratiques qui ne sont pas achevées, narratives, et qui ont à voir avec une sensation, une impression, une réaction. Et peut-être que si on leur fait... il y a moyen de leur faire réaliser qu'en réalité, c'est comme la prose qu'on fait sans le savoir, ils sont déjà familiers avec certaines de ces choses. Voilà. Moi, j'aime bien le fait que vous questionnez sur comment décrire, travailler ces films-là, parce qu'effectivement, c'est une démarche assez singulière. De notre côté, en tout cas, comme on vient beaucoup dans les ateliers, en particulier montrer des films avec un projecteur, déjà l'attention est différente. C'est-à-dire qu'ils sentent déjà que c'est pas le même genre de film qu'ils pourraient voir en classe ou voir à la maison avec les parents ou sur leur téléphone. Il y a déjà un truc où ils se déplacent pour se confronter à ces images-là. Et c'est intéressant. C'est pas toujours simple à faire, hein. Nous, on s'est donné les moyens de le faire, et techniques, pratiques, voilà, on a appris à se servir de ces outils, on a une collection de films qu'on peut montrer, etc. Mais déjà, ça, c'est intéressant, et je trouve que c'est aussi une manière de pouvoir, quand on parle vraiment de formes très, très, très abstraites,
c'est repasser non pas par une émotion, une sensation, pas seulement, je veux dire, ça passe aussi par ça, mais c'est peut-être aussi un moyen de rebondir collectivement quand on est face à des élèves, ou ça peut être des étudiants, des petits. Moi, j'aime beaucoup le fait que en interroger, en proposer à une personne, et toi, qu'est-ce que tu as vu? Mais vraiment ce qu'il a vu ou ce qu'elle a vu, concrètement. Et de ça, d'autres disent, moi j'ai vu autre chose. Que ce soit très abstrait ou moins abstrait, un film Paint Dry Cage extrêmement abstrait ou un film de, je sais pas, Peter Kubelka, on voit des danseurs, c'est un peu différent, mais il y a ce côté-là, quoi, de essayer de qu'est-ce qu'on voit devant nous, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, là, peut-être vont naître aussi des commentaires, des remarques, etc. Nous, on est là pour faire cette transition, pour susciter aussi ce type de regard, pour aller essayer de creuser un petit peu plus. Et c'est à nous aussi d'aller chercher non pas les référents toujours du côté du cinéma de fiction, qui seraient des repères peut-être pour chacune ou chacun, mais d'aller chercher dans d'autres formes, d'autres pratiques. On a pas mal évoqué aussi des arts plastiques, des choses comme ça, la présence du CNAP ici, qui organise tout ça, c'est super. Mais il y a effectivement aussi peut-être d'autres référents. Ça passe par de la musique, ça passe par un autre type de gestes qui peuvent aussi ramener à cette pratique cinématographique-là. Donc, du côté de l'animation, en plus, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi très, on va dire, technique, de comment on fait les choses. Du côté du cinéma expérimental aussi, mais ça peut être parfois très simple. Ça peut être aussi à vous ou à nous de choisir des films qui sont, là, c'est quelqu'un, il a filmé, puis il a enterré dans la terre, puis il a déterré. Et ça donne quoi? Le geste, il est hyper simple. Par contre, de manière imaginative ou de manière de confrontation à des images qui ne sont plus celles à laquelle on est habitué, il y a quelque chose qui se déploie très largement et ça permet de réfléchir à, il y a un geste simple et ça devient quelque chose de totalement différent de ce à quoi on est habitué. Je trouve que la simplicité des gestes aussi dans le champ du cinéma expérimental, tout à l'heure je mettais en avant aussi le côté technique, et c'est vrai qu'il y a une cinéaste comme Gaëlle Rouard, c'est une technicienne hors pair de ce qu'on peut faire avec de l'argentique. Et c'est des choses qu'elle note depuis des années, elle est extrêmement douée, extrêmement précise sur ce à quoi elle veut arriver dans ses films, et c'est des images absolument hallucinantes. D'autres, ça va être beaucoup plus simple. Ça peut être la caméra Super 8 dont parlait Emmanuel tout à l'heure, en disant je filme un truc, des oiseaux qui volent. Et ça peut faire un film aussi qui peut avoir un intérêt. Et là, le geste est beaucoup plus simple. Donc c'est peut-être essayer de faire une sorte de hiérarchie, non pas hiérarchie du bien ou pas bien, mais de la complexité, de la simplicité, de la réception d'une œuvre réalisée et de ce à quoi ça nous envoie comme type de geste qu'on peut comprendre, assimiler. Comme le téléphone, on n'y arrivera jamais. Peut-être de la caméra qui bouge en Super 8 ou que ce soit un petit oiseau... ou un film de Jonas Mekas qui va jouer sur la fragmentation temporelle. Ok, montrer une caméra, c'est quoi sa caméra qu'il utilise? Ah, il y a un bouton, ça se tourne. Il peut tourner à 72 images secondes, ça fera quoi? Ça va accélérer. Non, ça ralentit. Ah ouais, d'accord. Et on voit pourquoi. Et je trouve que c'est le lien entre technique, esthétique, pratique, geste et commentaire. Et du coup, ce vocabulaire qui se déploie, il est pour moi assez important, quoi. Je vous remercie pour cette première séance. Je dirais que vraiment, on a tenu l'ambition qu'on avait de discuter. C'était effectivement pour nous une petite ouverture vers vos pratiques, vos réflexions, et je pense qu'on commence à voir un peu mieux. Et on vous remercie énormément de votre générosité, aussi de Teresa qui nous a dû quitter plutôt de la fin de cette séance pour des raisons personnelles. Mais du coup, je vous propose de clôturer cette première séance. Nous vous invitons, personnes présentes, à la prochaine, qui sera du coup le 12 mars. Vous voyez ici affiché l'invitation. Toujours ici à l'Université Sorbonne Nouvelle, entre 18h et 20h, dans une autre salle, c'est-à-dire la cinémathèque universitaire, l'Amphi 120. Et autour de la qualité, les formes documentaires du cinéma, du film d'atelier, pardon. Donc c'est un sujet une séance avec projection de films d'atelier et des chercheurs qui s'intéressent à la forme du film d'atelier. Et merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette séance de l'Observatoire des enjeux vivants de l'éducation aux images. Vous pouvez retrouver les prochaines rencontres et les ressources associées sur le site de l'Archipel des Lucioles. À bientôt pour une nouvelle exploration.